Donc le contexte de cette table ronde transition au pluriel et architecture. Donc on aborde toutes les formes de transition écologique, environnementale, mais surtout architecturale. Toujours dans le même objectif, hein, c'est pareil que la table ronde précédente, c'est la neutralité carbone en 2050, auquel on rajoute le zéro artificialisation avec la loi ZAN. Hein, donc on ne consomme plus la terre agricole, donc il va falloir construire autrement et développer nos villes autrement. On a l'ADEME, donc je vous engage à aller voir sur le site de l'ADEME, qui a établi 4 scénarios par rapport à l'atteinte de cette neutralité carbone, sur lesquels ont travaillé notamment des architectes, et qui passe par une maîtrise foncière importante au niveau des collectivités. La réversibilité de l'architecture, on est toujours dessus. Le réemploi, l'économie circulaire et surtout la préservation des ressources. Donc je vais laisser les intervenants de la table ronde se présenter rapidement et puis développer leur parcours. Après, on aura pareil le temps de discussion autour de certaines de leurs références qu'ils ont apportées. Et puis après, un temps d'échange avec vous. Donc, Dimitri Roussel, donc, architecte Dream. Et pour cet enjeu de transition, donc nous en tout cas, c'est vraiment ce positionnement de l'agence, notamment par la construction bois, et donc cette transition énergétique qui a créé son développement. Donc c'est par rapport à une stratégie sur la transition qu'on a aujourd'hui une agence de 40 personnes basée à Paris. Et voilà. Donc Quentin Chansavant, donc moi je suis architecte diplômé à Grenoble. Je travaille dans la coopérative Bellastock qui travaille sur la question du réemploi matériaux et de l'urbanisme de transition sous différentes formes. Et par ailleurs, je suis enseignant à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand. Bonjour, Lorraine Ponsonnet. Je travaille actuellement à Épure, l'agence d'urbanisme de la région stéphanoise. J'y travaille depuis 5 ans. J'ai un long parcours dans la fonction publique territoriale. J'ai passé plus de temps là. J'ai eu mon diplôme ici dans cette école en 97. Mais finalement, là, j'ai passé plus de temps côté maîtrise d'ouvrage et service public. Et puis, mes premières années, c'était du côté de l'architecture et de la maîtrise d'œuvre. Donc, je parle un peu les deux langages. Voilà, la thématique transition, elle nous intéresse beaucoup. Enfin, en agence d'urbanisme, on ne fait pas que des PLU et que de la planification. On réfléchit, c'est des observatoires aussi. Et nous, on parle des transitions, transition environnementale, transition complètement liée aux transitions des modes de vie. C'est aussi les transitions démocratiques sur comment se prennent les décisions, parce que le champ de l'aménagement du territoire est immense. Il est fait d'architectes, mais ce n'est pas les seuls à souffler à l'oreille des élus. C'est une gouvernance complexe et immense, faite de privés, de publics, de 1000 métiers, beaucoup de métiers. Et on va aussi parler des transitions qui s'appliquent à l'urbanisme, à l'architecture. Donc ces transitions au pluriel pour nous. Je vais être très court. Je suis toujours Christophe Chaland, toujours élu à la ville de Firminy. Et toujours architecte de formation et chargé d'opération à la SPL du Velay. Bonjour, je suis Guillaume Crédos, je suis architecte, je suis prof dans différents pays et ma vie est coupée un peu en deux là, en ce moment et je reviens vers la France après de longs séjours dans les pays en voie de développement. Et je viens d'installer à Saint-Étienne un grand bras robot qui imprime du meuble et des structures à base de plastique recyclé et qui va transiter vers une halle encore plus grande où on va travailler sur plus de matériaux et sur tout ce qui est de la fabrication digitale dans le cadre du développement durable en association avec l'école d'architecture et l'école de design. Bonjour, Chloé Grostet, je suis une ancienne diplômée de l'école. Je suis diplômée en architecture et urbaniste et je fais du sourcing en matériaux. Donc on va pouvoir approfondir un petit peu après. Je vous laisse vous présenter, Caroline et Flavien. Bonjour, moi je suis Caroline Geffriot, je suis architecte. J'ai été diplômée de l'école de Versailles en 2011. Et depuis 2017, je vis et travaille à Dakar au Sénégal et je suis à l'origine et chargée du développement d'un projet autour de l'architecture durable au sein du Goethe Institut de Sénégal, donc c'est l'Institut culturel allemand, qui s'appelle Learning from Green African Building et dont le but
et de mettre en valeur et de créer un réseau autour des initiatives autour de la construction durable en Afrique subsaharienne. Flavien ? Bonjour, je suis Flavien Menu, je suis diplômé de l'école de Versailles en 2011, comme Caroline. Et ensuite, j'ai fait des études de sciences politiques et à Sciences Po Paris, et puis d'économie à London School of Economics, qui font un peu de moi un architecte repenti. Et désormais, je suis porteur de projet, voilà, à travers une structure qui s'appelle val.city. Merci. Donc aborder la transition architecturale aujourd'hui, c'est aborder aussi un nouveau lexique qui est en train de se mettre en place, un nouveau vocabulaire, que ce soit sur les matériaux. Aujourd'hui, on parle de matériaux biosourcés ou géosourcés. On revient à des matériaux anciens aussi, on en parlait dans la table ronde précédente, hein, comme la paille, la terre crue, le chanvre, le lin, qu'on avait un peu oublié dans la construction au bénéfice du béton. On va parler de construction low-tech et d'architecture frugale. La frugalité est un nouveau mot qui est apparu dans l'architecture, qu'on utilise à bon ou mauvais escient, je ne sais pas encore. En tout cas, aujourd'hui, c'est un objectif à atteindre. Donc je ne sais pas qui veut intervenir en premier sur la partie référence ou matériaux ou intervention par rapport à une agence d'urbanisme sur cette dimension de la transition architecturale, peut-être. Si on reprend la vie du projet, comme sur la table ronde précédente, on part d'abord de la grande échelle pour arriver... Oui. Dans la présentation, avec quelques mots-clés que je voulais que vous ayez en tête, parce que moi, je ne veux pas parler de l'échelle bâtiment, mais de l'échelle du grand territoire. Voilà, donc il y a une petite présentation. Déjà, une agence d'urbanisme, pour que ce soit clair pour tout le monde, ce sont des associations qui ont une cinquantaine d'années. Il y en a 50 en France. Elles sont issues de la décentralisation. Quand l'État a dit je me désengage un petit peu, je laisse au territoire l'aménagement du territoire. Donc les agences d'urbain, c'est de l'ingénierie au service des collectivités. Et on est en mode associatif. Voilà, il y en a une cinquantaine en France. Il y en a à Lyon, Clermont, Grenoble, Saint-Étienne. On travaille souvent en réseau. On observe, on fait la planification. Moi, je me rappelle, quand j'étais étudiante en architecture, tout ce qui était planification réglementaire, c'est ce qui bridait la créativité. Depuis 15-20 ans que je travaille de l'autre côté, du côté de la maîtrise d'ouvrage, j'ai compris que la réglementation, parfois ça bride un peu le meilleur, mais ça empêche le pire aussi. Voilà, notre petit logo Épure, c'est l'agence de Saint-Étienne. Juste pour parler, dans la feuille de route actuelle de l'agence d'urbanisme, on parle comme tout le monde des transitions, hein, c'est un mot pas galvaudé, mais très utilisé. Transition environnementale, transition des modes de vie, transition démocratique sur comment tout ça doit être lié aussi à des évolutions dans les prises de décision. Le mot transition est très utilisé. Après, c'est notre capacité, j'allais dire, personnelle au changement. Parce qu'on oublie souvent, on est tous là à se dire super, on transite, on va changer. N'empêche, ça implique un changement personnel dans nos pratiques professionnelles. Et c'est aussi, ça re-questionne le grand logiciel de l'aménagement du territoire qui s'est installé depuis une centaine d'années. À chaque fois qu'on essaye de mettre le doigt, par exemple, sur la question, on parlait de matériaux biosourcés, réemploi, ce n'est pas les bonnes idées qui manquent, ce n'est pas l'expertise qui manque, les architectes sont là. Souvent, les blocages, nous, on les constate dans les façons de faire, dans les process mis en place depuis très longtemps. Qui est responsable juridiquement? Est-ce que la terre polluée va impacter? Enfin, on est sur un très grand, très long changement. Moi, je vous parle, on est en 2023, donc je suis aux 2 tiers de ma carrière. Peut-être que vous, quand on parle de prospective 2050, où on vise, comme disait Caroline, la neutralité carbone, comment vous dire? En 2050, ce qu'on vise, neutralité carbone, la ville rêvée, c'est peut-être vous qui serez à ma place ou à notre place aujourd'hui, avec 25 ans d'expérience professionnelle d'architecte ou d'urbaniste ou autre, qui pourrait faire le constat, qui peut-être raconterait à des jeunes architectes où on en est. Ça s'inscrit dans ce grand cycle, les transitions, enfin, il me semble aussi. Ce matin, dans la première table ronde, il y avait la question de l'humilité.
J'avais beaucoup moins d'humilité quand j'avais votre âge qu'aujourd'hui. J'ai appris en 25 ans pas mal d'humilité à force de travailler en architecture et en urbanisme. Voilà. J'avais une petite slide de mots-clés. Donc les transitions, on les a vues. Prospective 2050, où serons-nous? Où je serai moi? Je pense que je serai super vieille. Vous serez dans la force de l'âge. Il y aura des petits jeunes qui vont arriver en ayant plein d'idées, en se disant voilà comment ils font changer le monde, le décarboner, où on en sera. C'est un vrai point d'interrogation. On l'a beaucoup évoqué ce matin, mais ce qu'il faut savoir dans les chiffres clés, c'est que dès maintenant et dans 20 ans, l'architecture et l'urbanisme ne sera plus une page blanche. On habitera où on devra faire à 80% avec du déjà là. Quand on dit du déjà là, c'est les centres-bourgs, voilà, les commerces partent, c'est tout le pavillonnaire, enfin, tout ce qui a été grignoté un petit peu quand on parle de l'artificialisation des sols, qui seront là, qui seront vieillissants, c'est les zones d'activité, enfin, c'est tout cet héritage urbain et architectural, il faudra faire avec. Il y aura du bien, du pas bien, mais ça va être aussi c'est déjà un gros challenge pour la profession d'architecte. Après, il faut regarder avec bienveillance et gentillesse tout ce qui est réglementation. Si dans votre expérience, vous pouvez aller faire un petit tour du côté du public ou de faire un PLU, faire des choses comme ça, c'est assez intéressant après de devenir bilingue, de parler le maîtrise d'ouvrage pour bien parler le maîtrise d'œuvre. Enfin, ça fait des raccourcis dans vos carrières. La grande actualité, c'est le ZAN. Vous avez en tête tous ces mots. ZAN, climat et résilience, zéro artificialisation nette, ça je pense que vous l'avez. Dans les années à venir, on ne pourra plus artificialiser les sols agricoles, c'est trop utile pour nous. Il faudra faire avec ce qu'on a déjà. Ça s'est traduit dans une loi qui s'appelle climat et résilience, très très débattue au niveau politique. On ne sait pas de quoi elle va accoucher réellement. Mais en tout cas, il y a cet effort commun de moins s'étaler et de faire avec, ce qui n'est pas simple du tout, parce que faire avec, ça coûte plus cher que... Voilà. Et ça re-questionne tous les modèles, process économiques qu'on connaissait. La fameuse phrase du quand le bâtiment va, tout va, est complètement baisée là-dessus. C'est pas que la faute de Le Corbusier, enfin, c'est le politique qui a mis ça. Que vous vous questionniez aussi sur la question du sol, parce que je sais que les jeunes architectes sont très conscients que c'est la matière première, enfin, il y a une épaisseur dans le sol, il y a le vivant dans le sol, ça, c'est pas à vous que je dois l'apprendre, mais pour encore beaucoup de vos futurs interlocuteurs, le sol, c'est du foncier. C'est une terre neutre à construire, c'est la matière première. Que vous ayez en tête aussi ERC, ça vous parle ERC? Éviter, réduire, compenser? Quand on parle de prospective, non, vous ne l'avez pas en tête. Il faut l'avoir en tête. ERC, éviter, réduire, compenser. Quand on parle de transition environnementale, on était jusque-là sur de la compensation. Genre, si je construis ici, je compense au niveau environnemental pour avoir une autre zone. Il faut être beaucoup plus exigeant si on veut atteindre ces objectifs 2050. Ce n'est pas sûr qu'on les atteigne. Avant de se dire on va compenser, on va d'abord réfléchir à est-ce qu'on peut éviter. Et ça, c'est un peu embêtant quand on est architecte, qu'on est là pour construire. Éviter de construire, c'est-à-dire réhabiliter, enfin, c'est toutes ces questions. Réduire, compenser, c'est une grande thématique. Et voilà, et quand on parle en architecture de perspective énergétique, environnementale, il faut se dire aussi qu'on utilise le mot climatiser un PLUI. Ça vous semble c'est un peu le BBC de la réglementation. Mais maintenant, ces grands documents d'urbanisme, il n'y a pas que les PLU, les SCOT, il y en a beaucoup. On essaye de faire entrer les enjeux environnementaux qui visent ce même objectif. Tout ça pour vous dire que les architectes ne sont heureusement pas les seuls à porter cette immense responsabilité des perspectives 2050, de décarbonation et autres. Il y a beaucoup de métiers, beaucoup d'interlocuteurs qui parlent de ça. Voilà, comme je sais que je vais être assez longue, je ne vais pas présenter, voilà, après c'est tout ce qu'on fait à l'agence. La typomorphologie, on fait des cartes. Quand on regarde le jaune, c'est la part du pavillonnaire dans un territoire. On est justement à Firminy. C'est juste parce que vous connaissez ces cartes et nous, on réfléchit à ça en permanence, on quantifie la zone pavillonnaire, on va y réfléchir à comment les densifier, les optimiser. Idem pour les zones d'activité. Et rentrer aussi l'idée, je passe très rapidement, quand on travaille sur des grands documents d'aménagement, que ce soit de la planif ou des projets partenariaux d'aménagement,
on est aussi l'aide à la décision auprès des élus. Vous ne serez pas seul aussi en tant qu'architecte. Et on passe notre temps à dire qu'un foncier, ça se densifie, mais ça se dédensifie. Et là, c'est crucial parce que tous nos process sont basés sur le bilan d'opération où on doit construire pour qu'il y ait un équilibre financier. Et bien avant l'équilibre financier d'un projet architectural, il y a l'équilibre financier global de l'aménagement urbain où construire rapporte de l'argent, déconstruire fait perdre de l'argent et coûte à la collectivité, équation insoluble, moins d'argent public. Il y a une vraie question autour de ça. Mais on n'a pas encore valorisé financièrement le vide, le vert, le naturel. Voilà, donc autour des rivières, on se dit qu'il faut dédensifier. Autour des autoroutes urbaines, prise en compte de la santé environnementale, c'est une très grande question, mais on pourra peut-être y revenir plus tard. Je passe rapidement, sinon je vais être trop longue et je vais empiéter du temps sur mes collègues. ZAN, zéro artificialisation nette. Donc ça, c'est une notion très importante. Du coup, si on réfléchit à l'inverse, il faut se dire où est-ce que c'est artificialisé. Et vous, en tant qu'à cette grande échelle, aménageur, je sais qu'il y a un gros potentiel de réflexion là, sur tout ce qui est zone industrielle. Parce que c'est souvent des étendues de parking, là, les boîtes à chaussures en tôle ondulée. Donc c'est artificialisé. Donc c'est souvent ça va être des territoires de réflexion où la ville va pouvoir... ça va être dur de transformer ces boîtes à chaussures. Donc c'est peut-être des territoires où on va faire un peu de construction neuve. Et alors je sais que le territoire stéphanois est peut-être moins sous pression de construction, mais moi qui travaille en France, comment vous les diagnostiquez? C'est quoi votre stratégie par rapport à ces zones industrielles qui ont besoin, pour le coup, qui n'ont pas de patrimoine, on va dire? C'est une bonne remarque. C'est sur les surfaces foncières à optimiser. On parle d'optimisation des ZAE. On est sur un territoire où le marché est détendu au niveau de l'immobilier, parce que la croissance démographique est, pas dire atone, enfin elle est pas ouf, voilà. Par contre, l'emploi, la question symbolique de maintien de l'emploi dans la tête des élus, des maires, elle est omniprésente. Donc très 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 présente. L'économie, enfin c'est ce qui a généré la survie du territoire quelque part avec un. Donc voilà, sur les ZAE, c'est un peu le précaré d'une certaine... il y a beaucoup de fonctionnement en silo dans les collectivités. C'est le précaré des spécialistes de l'économie. C'est du sérieux, avec des élus qui donnent des objectifs ça vous fait rire, Caroline, qui donnent à leurs techniciens des objectifs de gisement foncier dédiés à l'économie en priorité, parce que l'emploi, c'est la vie. Enfin, voilà. Très dur de concilier un élu à l'économie qui donne comme objectif à son technicien économie de prendre tous les gisements fonciers pour faire, sans réfléchir à l'économie, souvent en concurrence sur le petit collègue qui doit gérer les rivières, qui doit élargir les lits de rivière pour limiter les inondations. Enfin, on est sur cet empiètement, enfin, cet héritage de vision du territoire en silo. Donc on réfléchit, nous les agences d'urbain, on leur fait des études à longueur d'année sur l'optimisation des ZAE, que ce soit végétaliser les toits, que ce soit mettre des services et des aménités dans les zones d'activité, dézoner un peu ce monofonctionnalisme de l'urbanisme hérité. Mais je dirais que l'enjeu est exactement le même sur le pavillonnaire, qui utilise, on a vu là, la carte tout à l'heure, le jaune, le violet, c'est ce qui prend le plus de place en mètres carrés, même dans un territoire vallonné comme le nôtre. L'enjeu est le même, au-delà des débats, j'aime pas, j'ai grandi dans un pavillon ou pas, il est le même. On ne pourra pas construire plus, il faudra faire avec. Il faut faire appel à Udo, là. Benjamin Aubry. Ouais, on va lancer sa présentation. C'est un bon... Hop. Ça, c'est peut-être en introduction, parce qu'on travaille pas mal avec lui. Donc c'est quelqu'un qui... Donc vous avez compris, souvent, un promoteur, pour construire un immeuble, il va racheter 3 maisons, 1,5 fois le prix qu'elle vaut. Il rase et il fait un immeuble un peu plus dense. Et Benjamin, sa réflexion, c'était comment on peut valoriser le tissu pavillonnaire. Alors juste en attendant que ça se mette en place, la dimension prospective, elle est extrêmement importante dans votre futur métier. C'est une vraie stratégie, c'est une stratégie de territoire.
Quand on parle d'être architecte autrement, c'est-à-dire dans une autre vision que de l'architecte praticien, il est fondamental aujourd'hui d'arriver à avoir des architectes qui sont au cœur de cette prospective, que ce soit dans des agences d'urbanisme à grande échelle ou au cœur des collectivités territoriales. Juste pour référence, parce que c'est important que vous alliez voir aussi ce qui se fait ailleurs, il y a 3 travaux en cours sur la prospective 2050. Donc juste pour vous dire pourquoi on parle de prospective, un PLU, ça a une durée de vie de 12 ans. Un projet urbain, on est à peu près sur 30 ans. Et au milieu, tout ça travaille ensemble. Vous avez le Luxembourg, et aujourd'hui on dit Luxembourg 2050. Vous avez le Grand Annecy qui est dans une démarche prospective aussi. Donc on est dans la transition urbaine, architecturale, on est déjà avec le construire autrement, avec le déjà là. Et vous avez surtout Rome qui a créé ce qu'on appelle Labo 2050 en regroupant des architectes et des urbanistes pour arriver à penser la future ville verte que sera Rome demain. Alors je ne sais pas si vous connaissez Rome, mais Rome en ville verte demain, ça va être quelque chose. Donc je pense que ça serait intéressant que vous alliez voir ce qui va se faire dans ce laboratoire. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, mes excuses pour ne pas être présent avec vous aujourd'hui. Je suis malheureusement retenu sur un événement à Paris, mais je serai parmi vous demain. Alors pour me présenter en quelques mots, je suis Benjamin Aubry, architecte urbaniste de formation et cofondateur de Yudo, qui est une start-up dédiée aux ZAN et à l'optimisation foncière. Yudo a été créé en 2018 avec 2 autres associés également architectes. Et notre point de départ, notre jeunesse, c'est de travailler sur les sujets de densification du pavillonnaire, avec la volonté notamment d'entreprendre un petit peu différemment que la manière qu'à travers une agence d'architecture, mais plutôt de vraiment nous concentrer sur les sujets qui sont autour de ces enjeux, autour de la densification. Vous avez probablement tous entendu parler du ZAN, qui est une loi donc, dont l'objectif est de réduire l'artificialisation des sols de moins 50% à l'horizon 2030 et de 100% à l'horizon 2050. L'objectif de cette loi, c'est notamment donc, d'arrêter l'étalement urbain et elle va avoir un impact assez majeur en fait, sur la façon dont on fabrique la ville en recentrant le développement des projets immobiliers à l'intérieur des périmètres déjà urbanisés, déjà artificialisés. Et quand on regarde aujourd'hui ces périmètres, alors on parle beaucoup de friches, mais une grande partie aujourd'hui de la ville, c'est constitué de pavillonnaires. C'est voilà, le fruit de à peu près un siècle de développement urbain. Il y a un enjeu donc, majeur à trouver les ressources pour pouvoir densifier, créer des nouveaux logements au sein de ces quartiers. Pour nous, en fait, le point de départ, c'est les habitants. Pourquoi? Parce que ce sont les premiers propriétaires de ces fonciers, de ces terrains, et qui peuvent être des acteurs majeurs en fait, de la transformation urbaine. Et donc, on a commencé en fait, notre activité à travers un service d'accompagnement de propriétaires désireux de potentiellement porter un projet. Alors, c'est une activité qui est basée sur notre expertise et notre compétence d'architecte, mais sur laquelle on a ajouté des compétences supplémentaires qu'on a appris de manière progressive autour de la fiscalité, de réaliser des bilans immobiliers, d'en savoir plus sur les montages juridiques, fiscaux, etc. Donc ça, c'est vraiment un travail, une première activité du Yudo qui est autour en fait, de l'aide à la décision auprès des propriétaires. On a une seconde activité aujourd'hui qui est également plutôt de bureau d'études ou de conseils et d'études prospectives. Donc, on a travaillé par exemple pour le ministère du Logement sur les freins aujourd'hui à la densification douce, mais également les opportunités et comment construire une politique publique. On l'a fait également un travail récemment auprès de Grand Paris Aménagement sur comment un aménageur peut se positionner par rapport peut accompagner la transformation des quartiers pavillonnaires et une densification douce, c'est-à-dire à travers des micro-collectifs, des opérations de surélévation, d'extension, qui respectent notamment la place des jardins. Aujourd'hui, en fait, le principal, là où on affecte le principal de nos ressources, c'est sur le développement d'une application qu'on a pu commencer à construire grâce à une levée de fonds il y a 2 ans maintenant, qui nous a permis d'embaucher des développeurs informatiques. Et l'objectif de cette application, c'est de démocratiser l'accès aux règles d'urbanisme
et au droit à construire. Aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que les PLU sont de plus en plus compliqués, parfois difficiles d'accès, difficiles à comprendre par le commun des mortels, y compris même parfois par les architectes. Et l'objectif de cette application, donc, c'est vraiment de rendre accessibles ces données à travers donc, à la fois une solution cartographique qui centralise une quinzaine de bases de données aujourd'hui en open source, à laquelle on a ajouté une base de données PLU encodée par nous-mêmes, donc qui est vraiment une base de données analytique qui nous permet de construire des algorithmes pour estimer les droits à construire sur un terrain en fonction des possibilités de surélévation, d'extension, de division foncière, etc. Enfin, on a également développé, on s'apprête à mettre en ligne un outil qui s'appelle ChatPLU, d'un outil d'intelligence artificielle dont l'objectif est vraiment de répondre directement à des questions d'utilisateurs pour savoir ce qu'il est possible de construire, ce qu'il est possible de faire en fonction des règles d'urbanisme. Pour finir, en fait, dans cette courte présentation, nous, notre métier d'architecte, on l'a finalement perçu un petit peu différemment que l'agence. On est passé par un autre biais, qui est plutôt cette volonté d'avoir un impact, pas forcément en faisant la maîtrise d'œuvre, mais plutôt en amont, en mobilisant nos compétences, notre savoir-faire, notre formation sur d'autres champs, et notamment à la fois des champs de politique publique, mais aussi des champs entrepreneuriaux autour notamment du numérique et comment le numérique peut aider à démocratiser des données, faire en sorte de massifier des initiatives. En tout cas, je serais ravi pour ceux qui le souhaitent de vous faire une démo demain, si vous le souhaitez, de l'application et puis d'en parler de manière plus développée avec vous. Merci beaucoup. Je pense que par rapport à ce qui vient d'être dit, ça serait intéressant, Flavien et Caroline, que vous puissiez parler de vos propres expériences. Peut-être Flavien d'abord en premier, par rapport notamment au proto-habitat, l'habitat collectif, et puis Caroline après sur la démarche Habiter Dakar, qui permettra de rebondir sur les matériaux après. Oui. Bah, c'est vrai que Benjamin était dans notre promo aussi avec Caroline, donc ça fait très longtemps qu'on se suit. Et ce que je trouve intéressant, juste pour rebondir un peu sur ce qu'il fait et sur les parcours qu'on a pu avoir, c'est que effectivement, on n'est pas tout de suite allé vers la création d'une agence d'architecture dans le sens un peu classique du terme, mais plutôt de voir quel métier il y avait autour de l'architecture. Et c'est vrai que si on s'adresse aujourd'hui à un public d'étudiants en architecture qui s'orientent, on s'aperçoit aussi que du côté de la maîtrise d'ouvrage, des clients, il y a beaucoup d'architectes qui ne sont plus architectes avec le titre, mais qui mettent, disons, à disposition une culture du projet qui est celle qui est apprise dans les écoles d'architecture et qui est très précieuse. Voilà, donc c'est un point qui me semblait important à préciser dans une table ronde autour des métiers de l'architecture, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne connais pas les données de l'ordre des architectes, mais il serait intéressant de savoir combien finalement d'étudiants en architecture sortent architectes, comme on l'entend un peu de manière classique, avec soit aller travailler dans une agence, soit fonder une agence, et de voir aussi quelles sont les ventilations des étudiants dans d'autres domaines d'activité qui sont liés ou non à l'architecture. Et après, voilà ce que disait Benjamin aussi sur le fait de remonter un peu la rivière des décisions, d'être beaucoup plus en amont des décisions. C'est un parcours que j'ai initié assez rapidement après avoir travaillé notamment à l'AUC, une agence qui fait justement des choses très métropolitaines. À l'époque, c'était Grand Paris, Grand Quartier Latin, des plans stratégiques sur les 20 ou 30 prochaines années. Alors, il n'y avait pas encore les enjeux écologiques qui étaient là, mais le fond des projets à grande échelle était là. Et l'idée de remonter l'échelle des décisions pour agir plus en amont, c'est un peu la conviction de Val, c'est de se dire voilà comment on peut être un peu plus en maîtrise des règles, comment on peut être un peu plus en maîtrise des normes en étant un peu plus informé sur effectivement les bilans financiers, sur les relations avec les banques,
et en devenant de plus en plus en fait client et maîtrise d'ouvrage. Donc c'est vraiment des convictions partagées avec Benjamin. Ça fait très longtemps qu'on en discute. On a pu faire des projets ensemble à l'école qui portaient déjà ces prémices-là. Et c'est aussi important de voir qu'à travers les projets qu'on a pu faire ensemble, les idées qu'on a pu avoir ensemble quand on était à l'âge des personnes qui sont dans le public, je ne vois pas le public, donc c'est un peu dérangeant, mais voilà, j'imagine très bien des étudiants en architecture, que déjà à cette époque-là, en fait, il y avait des prémices de faire autrement, de pas uniquement être dans de la construction, mais aussi dans de la réflexion stratégique. Et c'est ces premières réflexions-là, ces prémices de réflexion-là, les rencontres avec certains professeurs qui nous ont amenés à se dire que voilà, il y avait d'autres carrières possibles que celle uniquement de l'architecture, on va dire, classique d'agence, qui malgré tout est très enrichissante et qui apporte beaucoup d'innovation. Mais voilà, d'autres voies sont possibles. Merci beaucoup. Caroline, votre expérience par rapport à ça et la transition ou les transitions? Oui, alors moi, je pense que, comme disait Flavien, on vient tous les trois de la même promo avec Benjamin. Et on a tous, je pense, eu une certaine expérience aussi en maîtrise d'œuvre à la sortie de l'école. Et bon, moi, j'ai adoré mes études d'archi. J'ai trouvé ça très, très épanouissant, très enrichissant, de par voilà, la diversité des enseignements qui nous sont donnés et puis la possibilité de pouvoir voyager, etc. Ça a été des expériences très marquantes pour moi. Et le contraste, je dirais, avec l'entrée dans la vie professionnelle a été assez déroutant parce que quand j'ai commencé à travailler, bon, il y avait la nouveauté en fait d'être dans l'opérationnel, de pouvoir suivre des chantiers, de concevoir, d'avoir une relation client, etc., qui était assez excitant, je dirais, au début. Mais rapidement, j'ai été assez frustrée en fait de ne pas pouvoir avoir justement de l'espace de réflexion théorique qu'on avait largement à l'école et d'être vraiment concentrée sur une production pure et dure. Et notamment justement sur les questions écologiques où à cette époque-là, je pense que c'était 2014, 2014, on commençait quand même à parler beaucoup de transition. Ça a commencé à devenir un sujet dans le domaine de la construction notamment, sujet important. Et je me sentais plus du tout en phase avec l'approche qu'on pouvait avoir en France ou à Paris même sur les questions climatiques et notamment sur la raréfaction des ressources, pardon. Et puis en même temps, en fait, à cette période, j'étais aussi en HMO et la HMO m'a aidé aussi à structurer cette pensée et à comprendre la responsabilité des architectes et à me responsabiliser moi-même. En fait, je me suis dit que je pouvais plus être tellement passive en fait dans mon travail. Il fallait que je fasse des choix. Voilà. Ensuite, il y a eu un événement marquant qui a été les attentats de 2015, je pense, qui nous a marqué tous les architectes de ma génération parisiens. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, allez, c'est le moment, en fait, il faut partir, il faut faire autre chose parce que la vie est trop courte. Et donc là, j'étais un petit peu perdue, je ne savais pas tellement quoi faire et vers où me tourner. Et je me suis dit, en fait, peut-être c'est intéressant de changer d'horizon et d'aller voir comment on peut faire ailleurs, justement, sur ces questions d'approche écologique. Comment on fait d'ailleurs dans les villes qui sont en construction, qui ne sont pas des villes millénaires, mais qui sont des grands espaces urbains qui se développent très vite et qui n'ont en fait pas encore de règles ou d'outils très, comment dire, aboutis ou même très figés pour construire la ville. Donc voilà, et où il y a un potentiel justement de réflexion sur d'autres manières de faire de l'architecture durable et de l'écologie. Et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à Dakar au Sénégal avec mon compagnon, qui est architecte également. Et quand je suis arrivée, j'ai encore fait de la maîtrise d'œuvre, mais sur des projets de réhabilitation. Donc déjà, il y avait quand même une approche de... Voilà, j'étais déjà un petit peu plus en phase, mais au fur et à mesure, on a aussi rencontré beaucoup de gens qui étaient, tout un groupe de personnes, des architectes, des entreprises, qui étaient impliqués sur les questions de transition et sur notamment l'usage de matériaux bio et géosourcés. Et donc, on s'est liés professionnellement et d'amitié avec ces gens-là, dont on est toujours très proches. Et ça nous a aussi beaucoup
orientée en fait. Et puis, et donc de fil en aiguille, j'ai pris en charge, j'ai développé avec l'Institut culturel allemand un projet qui s'appelle Learning from Green African Building. Et donc là, c'est une approche de la transition écologique qui est totalement différente de, je pense, des autres intervenants autour de la table, puisqu'il s'agit en fait là de travailler sur, comment dire, sur un plaidoyer en fait, sur rendre un futur désirable, essayer de changer un peu les imaginaires qui sont liés à l'architecture durable ou l'architecture écologique. Parce qu'en fait, bon, en arrivant, je pense, au Sénégal principalement, mais à mon avis, ça se retrouve partout dans le monde. Il y a un gros frein culturel sur l'acceptation et l'envie d'une transition, notamment sur l'architecture. On reste toujours très, comment dire, très intéressé et très passionné par des grands, voilà, les grandes tours en verre, en métal, etc. Et au Sénégal, c'est clairement ce type d'architecture-là qui est synonyme de modernité. Donc il y a un gros travail à faire sur donner envie en fait et montrer qu'il y a des alternatives qui sont possibles et qui sont tout aussi enviables et qui sont même beaucoup plus enviables que ce qui est proposé aujourd'hui. Et donc, ce projet Learning from Green African Building, en fait, il se déploie en trois approches. La première, c'est une grande cartographie en fait, de la région subsaharienne qui permet d'accéder aux ressources qui existent déjà autour de ces questions-là. Donc, elle met en valeur en fait toutes les architectures, les acteurs, les lieux qui parlent de la transition écologique, etc. Donc sur une grande carte, les matériaux alternatifs, les travaux de recherche, etc. C'est une carte qui est participative, donc n'importe qui peut proposer quelque chose à rajouter sur cette carte. Elle permet aussi à tout le monde de pouvoir, enfin tous les projets et les acteurs sont géolocalisés, donc elle permet à tout le monde de pouvoir aller voir sur place à quoi ça ressemble, comment ça a été fait et pourquoi c'est intéressant et ça l'est pas. Voilà, le deuxième volet, c'est toute une série de vidéos, en fait, des petites vidéos de 2-3 minutes qui sont assez vulgarisatrices. En fait, elles s'adressent à un grand public et qui permettent de mettre en valeur justement la richesse et la diversité des approches écologiques sur le continent africain. Voilà, et puis on a un dernier volet qui est plus autour de la réflexion et qui est une espèce de corpus de textes et d'essais qui ont été écrits par différents acteurs de la transition en Afrique subsaharienne et qui permet en fait de se donner une idée de qu'est-ce que c'est l'architecture et la construction durable en Afrique aujourd'hui et en quoi c'est intéressant. Et voilà. Donc ça, c'est pour le projet Learning from Green African Building. Je pense que c'est aussi une approche différente dans le sens où elle prône aussi une sorte de relocalisation des manières de construire et d'habiter et une décolonisation des manières de construire et d'habiter, c'est-à-dire que elle part du principe que l'architecture écologique, c'est pas simplement une question d'usage de matériaux et de comment dire d'approche bioclimatique, mais c'est aussi d'intégration des modes de vie et de compréhension des modes de vie et d'être, comment dire, d'accueillir les modes de vie pour lesquels les architectures sont construites et pas d'essayer d'imposer une manière de vivre et une manière de faire extérieure. Merci beaucoup. Pour rebondir sur les matériaux, je pense avant l'intervention de Quentin et Guillaume, ça serait intéressant que Chloé présente, oui bien sûr, que Chloé présente sa nouvelle approche des matériaux. Je passe la parole à Pierre-Albert. Non, je voulais juste réagir par rapport à ce témoignage. Je vous remercie. Ce que je trouve assez paradoxal et formidable en fait, moi, j'aime beaucoup les paradoxes. Ça s'adresse plutôt aux étudiants, je suis désolé, je suis enseignant dans cette école, mais c'est-à-dire à la fois par rapport à ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, c'est vous avez bien compris qu'il va falloir que vous soyez armés et que l'école, même si elle vous incite et elle décrit parfois les situations juridiques de ces différentes, j'allais dire, lieux décisionnaires, c'est surtout à l'extérieur que tout se passe, voilà, et qu'il faut être
quelle que soit d'ailleurs votre perspective professionnelle, assez attentif. Voilà. C'est-à-dire que vous n'ayez pas de crispation idéologique ou doctrinale par rapport à ça. Ça a été très bien dit, c'est-à-dire que voilà, tout ça joue en votre faveur, ou joue en faveur en tout cas de l'idée d'architecture. Et ça, c'est quand même très français. C'est très ethnocentré. Ce qui est très bien, c'est que là, vous avez un témoignage qui vous explique, et là, je crois qu'il y a une injonction à faire, et puis l'école y participe là pour le coup, c'est de se déterritorialiser pour se reposer les mêmes questions ailleurs, pour s'apercevoir très clairement. Alors, bon, on avait beaucoup parlé du réemploi. Comme vous le savez, on revient avec quelques étudiants du Japon. Si vous dites à des Japonais la question du réemploi, ils sourient. La question pour eux, elle ne se pose même pas. Elle se pose dans des termes tout à fait fondamentaux. À cela s'ajoute aussi, quand il a été évoqué notamment, faut-il continuer à construire en béton ou pas en béton. Ce qui est très précieux au Japon, vous le savez sans doute, c'est qu'on ne classe pas les bâtiments, on classe les savoir-faire. Et quand vous dites béton, ayez toujours à l'esprit quand même, quelque part, vous avez un truc qui s'appelle la maçonnerie, et qui se trouve qu'en France, il y a vraiment une culture d'entreprise sur la question de la maçonnerie en béton, qui est très précieuse. C'est-à-dire que si on dit demain on ne construit plus en béton, ça veut dire à la fois par rapport à un bassin d'emploi et à de l'emploi, ben voilà, il y a des conséquences dramatiques, et puis on perd des savoir-faire. C'est-à-dire que dans la question du réemploi, c'est réemployer des matériaux, mais c'est aussi réemployer des cerveaux. Donc ça veut dire qu'il y a des savoir-faire, des choses, et que ça c'est un cycle très large qui dépasse la seule compétence des architectes, mais sur lequel il faut qu'on soit vigilant. Je suis un peu long là-dessus, mais je voulais le dire parce que c'est vraiment des questions que je trouve vraiment passionnantes. On essaye, nous, dans nos enseignements, à notre manière, que ce soit d'ailleurs dans le domaine transition ou le mien pour ce qui est de FACT, de vraiment aller vers ces questions-là. Et ça a été très bien dit aussi par les deux intervenants, c'est-à-dire que ce que vous faites ici, c'est-à-dire qu'il y a essentiellement une culture de projet et de conception du projet, ça ne va pas à l'encontre de ça, même si très souvent, en effet, vous travaillez sur de la conception spatiale et que vous fabriquez des architectures. Mais peut-être que très vite, vous allez vous apercevoir que pour ne pas faire de l'architecture, ces modes de pensée vont beaucoup vous aider aussi. Voilà. Je termine, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors moi, je voulais commencer par mon parcours pour vous montrer qu'il y a plein de possibilités après l'école d'archi et qu'on n'est pas obligé, entre guillemets, de se cantonner à un domaine. Donc, j'ai été diplômée il y a presque 10 ans de l'école, en 2014, du D2, donc je ne sais pas s'il existe toujours. Ouais. Ouais, c'est tout bon, ouais, c'est ça. C'est mon projet de diplôme. Comment ? Il n'y a plus de D2 ? Ah, quel malheur. D'accord. Ok. Ce qui m'a donné envie de poursuivre à l'Institut d'urbanisme de Grenoble, ce que je vous invite fortement à faire. Et donc, c'était un apprentissage, ce qui m'a permis de rentrer à l'agence parisienne Richer Associés, qui est une grande agence, au sein du pôle urbanisme, dans lequel j'ai fait principalement de la coordination architecturale de ZAC, du dessin d'espace public et des plans d'ensemble. Parallèlement à ça, j'ai fait ma HMO. Et dans le cadre de ma HMO est née une envie d'entreprendre, mais pas forcément stricto sensus en agence d'architecture. J'ai eu envie de me reconcentrer sur le bâtiment et de faire du chantier. Donc ça m'a permis d'intégrer SA Architecte. Et durant près de 3 ans, j'ai coordonné un chantier de réhabilitation et de requalification d'un hôtel particulier et d'un parking en immeuble de bureaux haut de gamme. Et puis est arrivé le confinement. Et comme beaucoup d'archis, je me suis retrouvée au chômage partiel. Et donc ça a été un merveilleux lieu de ressources, de recentrage sur mes réflexions que j'avais pu avoir depuis quelques années. Et ça m'a permis de mener à bien et de me donner du courage pour justement entreprendre autour du sujet des matériaux, qui était un sujet qui me tenait à cœur depuis de nombreuses années. Voilà, donc c'est pour vous montrer qu'on n'a pas forcément l'obligation d'avoir un parcours linéaire et que la cohérence, elle peut se construire au fur et à mesure de nos expériences. Et donc j'ai créé MAO. Donc MAO, c'est une agence de sourcing en matériaux. C'est un métier qui est quand même très peu connu en France. Il est exercé peut-être par moins d'une dizaine de personnes, alors que chez nos confrères américains ou en Angleterre, toutes les agences possèdent quelqu'un qui fait ce métier. Donc MAO, c'est une agence dans laquelle j'accompagne les autres agences d'architecture, avec un positionnement d'architecte, sur leur recherche matériaux et produits.
Donc là, j'ai fait un petit aperçu de mon compte Instagram pour rester un peu dans le coup et pour dire que en fait, mon métier se concentre énormément sur la veille. Pourquoi la veille? Parce que en tant qu'architecte, et vous le verrez dans vos stages et dans vos expériences futures, on est vraiment concentré sur le temps de conception et on a peu le temps d'aller voir ce qui peut se faire autour. Donc moi, mon credo et mon métier, c'est de se dire, eh bien, je vais essayer de concentrer une connaissance autour des matériaux et des savoir-faire en allant visiter des usines, donc des unités de production, ce que je vous conseille énormément de faire, parce qu'en fait, c'est en voyant la production de la matière qu'on peut entretenir une connaissance autour de ça. En allant parler avec des fabricants, parce qu'en fait, tous les acteurs de construire peuvent se compléter là-dessus, et c'est extrêmement important d'entretenir de bonnes relations avec eux. En allant voir des chantiers pour rester dans le coup. Et tout ceci, ça me permet d'accompagner les agences et de leur, en fait, d'ouvrir le champ des possibles sur la question des matériaux. Parce que j'ai une démarche qui se veut aussi créatrice d'outils, eh bien, je suis en train de lancer Material Corpus, qui est un logiciel et donc un outil de matériothèque digitale à destination des agences d'architecture. Donc finalement, mon métier de conseil que j'ai créé depuis 2 ans, il est en train de s'ouvrir à une start-up. Et donc ça me donne l'expérience d'intégrer un incubateur. J'ai remporté un petit prix donc, qui était le Paris de l'Innovation. Donc il y a 2 semaines, je tenais un stand dans un demo space à l'Hôtel de Ville de Paris. Et donc tout ça pour vous dire qu'en école d'architecture, on apprend à faire du projet et que le projet, en fait, c'est quelque chose de très transversal. D'universel, c'est une très belle qualité pour ensuite développer vos propres projets professionnels qui soient pas forcément que de la conception architecturale. Là, vous êtes vraiment, en termes de présentation, on n'est pas à l'ESSEC ou à l'EM Lyon, hein, autour d'une table ronde autour de l'économie et la gestion d'entreprise. Donc ça donne vraiment un aperçu de la pluralité du métier de l'architecte, puisque là, quand même, on parle effectivement de start-up et aujourd'hui d'arriver, et Benjamin en parlait avant dans sa présentation, de créer des applications. Donc on est loin de la conception du projet à la main et de la construction pure et dure. Donc le métier d'architecte ouvre plein de portes. J'aimerais bien du coup que Quentin parle de son expérience et puis et de son apport, notamment par rapport aux matériaux biosourcés et géosourcés. Bonjour tout le monde. Donc moi j'ai eu un parcours. C'est bien que j'enchaîne après Chloé. Après mon diplôme, en fait, j'ai quasiment plus mis un pied en agence non plus. Et en gros, j'ai eu deux expériences fortes, on va dire. Qui ont toujours été en fait le résultat d'un pas de côté de la part de personnes qui sont dans des écoles, soit des enseignants, soit des étudiants, qui ont décidé de suivre une intuition et de la creuser, et sans se poser la question de je dois absolument être architecte et être maître d'œuvre. Donc il y a eu d'une part le laboratoire Cratère, dans lequel j'ai fait mon DSA architecture de terre après mes études, qui à la base sont un peu trois enseignants un peu foufous qui arrivaient à Grenoble après 68, au moment où l'architecture est sortie des Beaux-Arts, et qui sont mis à étudier un peu ce qu'ils trouvaient dans le Nord-Isère, pas loin de leur école à Grenoble. Et puis bon, le but c'est pas de présenter ce labo, mais voilà, de fil en aiguille, ça a donné un laboratoire international, une chaire UNESCO, un DSA, et puis toute une pédagogie sur le fer qui va au-delà du matériau-terre, etc. Et l'autre expérience donc, que je continue aujourd'hui, puis la troisième, c'est l'enseignement, mais bon, voilà, j'en parlerai après, c'est vraiment c'est mon arrivée chez Bellastock, qui là, pour le coup, c'est plutôt des étudiants et des étudiantes qui étaient en 3e année en 2006, 2e année, ils ont repris un BDE, et puis ils avaient l'impression qu'on leur enseignait pas ce qu'il fallait, en termes de construction notamment. Ils se sont dit, on va organiser un festival entre nous, là, parce qu'à l'école, on ne nous apprend pas à construire. Et donc on va faire un festival de 4 jours, on va trouver un site, on va trouver des matériaux, on va construire des habitats, on va dormir dedans, on va faire la fête dedans, et on va montrer cette ville éphémère que ça forme. Donc c'est 500 à 1000 participants qui viennent en fait de partout en France, voire un peu de l'étranger aussi. Et on va faire visiter aux gens du territoire, leur montrer ce qu'on est capable de faire. Et ensuite, le dimanche, on va tout démonter. On va prendre soin de prendre tous ces matériaux et de les remettre, de les reconditionner. Donc je vous raconte tout ça parce qu'en fait, c'est une initiative étudiante qui, au début, n'a pas d'ambition spécifiquement professionnelle et qui, petit à petit, a donné lieu à une coopérative qui existe aujourd'hui de 20 salariés qui travaille sur l'expertise assez technique, sur le réemploi et sur l'urbanisme transitoire, entre autres,
au travers à la fois de projets, à la fois de formation et de conseils. En gros. Voilà, le but, c'est pas non plus de rentrer dans ce détail-là, mais c'est pour redonner un autre témoignage, et il y en a d'autres. Et donc, bon là, sur le papier, on avait 3-4 minutes, c'est ça, de prise de parole. C'est bon? Ah oui, on discute, ok. Donc on discute. Et donc je me suis dit, on va être face à des étudiantes et des étudiants. Moi, donc j'ai été titularisé comme enseignant l'année dernière, et je suis arrivé de l'année où il y a eu ce mouvement ENSA en lutte, avec tous ces questionnements, entre autres, sur qu'est-ce qu'on enseigne, comment on l'enseigne, et un peu une fronde aussi envers les enseignants. Alors les enseignants, c'est pas responsable de tout, mais il y a une question de re-questionnement. Donc moi, je me suis un peu questionné, et donc mon propos aujourd'hui, c'était un peu de dire qu'est-ce que quand on vient en école d'architecture, de dézoomer un petit peu et peut-être se positionner en tant que citoyen, citoyenne, et de rappeler que ce métier est éminemment politique, qu'on le veuille ou non, et que tous les engagements qu'on peut avoir aujourd'hui sur le plan environnemental et social, il faut toujours rajouter cette notion de social qui a été mentionnée de plein de manières différentes jusqu'à maintenant. Voilà, quels sont ces enjeux-là? Et moi, en tant qu'architecte, ou en tout cas la formation d'architecte, pour ne pas s'arrêter au titre d'architecte, qu'est-ce qu'elle me permet de faire? Comment elle me permet d'agir là-dessus? Et comment j'agis là-dessus avec ce que j'aime faire, avec ce que je sais faire? On a un peu trop, je trouve, une génération où on est dans la contrainte, et puis on croit que c'est un métier dans la contrainte, et qu'on va... Voilà, on en parlait tout à l'heure d'économie, etc. L'économie, c'est pas mal. Au contraire, aujourd'hui, dans la thématique, il y a l'économie circulaire, donc il y a économie dedans, c'est pas un gros mot. On nous l'enseigne peut-être pas du tout assez, voire pas du tout. Mais voilà, en tout cas, la question, c'est de dézoomer, de se dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire, et de mettre en avant le fait que, avec cette formation d'architecte, il y a une diversité d'actions qui est possible, et une diversité de métiers. Donc si je reviens un peu à peut-être la pratique, donc après je fais un focus sur la question du remploi, parce que bon, je suis là aussi avec la casquette Bellastock, mais juste pour illustrer via un des exemples la manière peut-être dont on doit ouvrir et faire évoluer un peu nos manières de faire et d'enseigner, à mon avis. Et donc le point de départ un peu côté réemploi, donc en ce moment on est en train de préparer le prochain festival, et on a décidé de le refaire sur le réemploi 10 ans après le premier festival sur le réemploi qu'on a pu faire à Bellastock, qui a donné lieu à l'expertise qu'on porte aujourd'hui. Et la question qu'on s'est posée, c'est justement 10 ans après où on en est, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi les travers. Et donc dans ce cadre-là, je suis en train d'interroger un peu des spécialistes ou non du réemploi, et ce qu'ils recroisent à chaque fois, c'est que leur but, quand ils ont commencé, c'était pas de faire du réemploi. C'était juste, ils se sont dit, on est architecte, on a une envie on a en tout cas une forme de militantisme écolo, quoi, enfin une sorte d'urgence. Et donc la question, c'est comment on préserve et on valorise tout ce qui existe déjà. Donc ça a été formé d'une autre manière, c'est la question du carbone, etc. Et donc voilà, le point de départ, c'est celui-là. C'est comment on fait pour préserver ce qui est déjà là et le valoriser et travailler là-dessus. Et donc pour ça, il y a quelque chose qui ressort à chaque fois, c'est que cette notion-là, elle va bien au-delà de la question du réemploi, elle va bien au-delà de la question de l'architecture, et elle nous pousse, nous, en tant qu'architectes, à se poser la question bien plus largement, de changer de paradigme, et notamment d'un point de vue économique. C'est pour ça qu'on parle d'économie circulaire. Et donc ça veut dire, entre autres, peut-être moins donner de valeur, enfin moins se concentrer sur la question de la valeur financière quand on parle d'économie, parce que c'est pas ça. Enfin, l'économie, c'est pas de la finance, sinon ce serait le même mot. Et du coup, de faire basculer cette valeur sur la valeur humaine, culturelle, patrimoniale, sur ces questions-là. Et donc voilà, la question du biosourcé, géosourcé, le remploi, la question, c'est pas de trouver une alternative à la fourniture dans un process de projet qui doit rester le même. On ne travaille pas là-dessus pour uniquement dire, bon, bah, le béton, c'est mal, on va mettre de la pierre ou de la terre crue. Ça suffit pas en fait. Il faut réussir maintenant à se poser des questions bien plus larges, parce que en tant qu'architecte, on a à la fois une responsabilité et un pouvoir d'action qu'on doit réussir à mesurer. Donc on est maître d'œuvre ou autre chose, mais en tout cas on construit les espaces dans lesquels on vit, et de là on impacte d'une manière ou d'une autre, en bien, en mal. Et il faut le savoir, il faut se rendre compte de quel levier on active pour ça.
voilà, du coup, ça pose la question d'aller au-delà de juste de la phase esquisse à la livraison et de se poser plein de questions. Alors forcément, hein, c'est toujours plus, donc ça pose des questions notamment, on parlait d'honoraires, etc. Ça élargit toujours un peu plus, on le voit dans les écoles, les étudiants, on leur demande d'apprendre maintenant de la thermique, d'apprendre plein de choses, et ça fait des couches et des couches et des couches, et qui sont difficiles même pour enseignement du projet, de réussir à croiser tout ça et de trouver une cohérence à tout ça, et sans que ça crée des étudiants qui font des burn-out, quoi. Parce que c'est un peu ce que moi je constate de plus en plus. Voilà, donc je finis juste sur les 4 questionnements en fait que je pose, peut-être qui permettront de lancer des réflexions après, et après je passerai des images rapidement. Donc c'est quelles sont nos responsabilités, notre pouvoir d'action en tant qu'architecte, quels sont les métiers de la transition aujourd'hui où on leur retrouve des architectes, et pourquoi c'est des architectes qui se trouvent à ces places, hors maîtrise d'œuvre, hein, bien entendu, c'est ça que je veux dire. Est-ce qu'on ne doit pas plus former, orienter vers une diversification des pratiques en école? Donc là, c'est déjà super qu'on puisse être là pour en parler, parce qu'honnêtement, c'est vraiment très peu présent dans les écoles. Et enfin, est-ce que ce qu'on appelle souvent, enfin, ce qu'on m'a rabâché dans mes oraux avant que je réussisse à être titulaire, c'est les fondamentaux en architecture. Donc ça remonte à Vitruve et tout ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une question de revoir qu'est-ce que ça doit être nos fondamentaux en architecture? Ça ne veut pas dire oublier le passé, surtout pas, mais justement de rajuster ou de rajouter qu'est-ce que c'est les fondamentaux en architecture aujourd'hui au regard des enjeux qu'on doit porter. Voilà, donc je vais juste commenter les quelques petites slides que j'ai. Donc ça, c'est un peu les chiffres pour la responsabilité, pour se mettre un peu la pression. Donc, sur le monde du bâtiment, donc, notamment, il n'y a pas que ça, hein, mais l'impact en termes d'énergie, vous avez eu le temps de la lire, hein, je crois celle-là, et la production de déchets. Donc ça, c'est un peu c'est là où on est les plus pollueurs, entre guillemets, dans notre secteur, et c'est là où, du coup, ça montre, en termes de chiffres, qu'en tant qu'architecte, on n'est pas tout seul, mais en tout cas, on a un impact là-dessus, et on doit l'avoir en tout cas. Donc je suis passé de la grande échelle à la petite échelle aussi. Donc là, c'était juste pour vous montrer un bout de la France, et puis il y a un truc qui bip là. Ah ouais. Avec voilà une petite tache grise ici là. C'est quoi? C'est pour les étudiants. Donc là, c'est Paris. Donc voilà, si on zoome, Paris qui est là. Paris, c'est juste ça. Après ça, c'est le Grand Paris. Très Grand Paris. C'est juste pour prendre une conscience du changement d'échelle et de l'importance en fait sur ces sujets liés aux transitions, de cette approche transcalaire dont on parle depuis le début. Après, on va trouver sa place à un certain niveau, ou alors on peut avoir une approche plus transversale, mais il y a cette notion de différentes échelles qui est à la fois organisationnelle, mais aussi de l'ordre du sensible, et là de se rendre compte de ce gris, qui n'est pas forcément du béton, hein, ou je sais pas quoi, mais visuellement, en fait, de ce que ça veut dire en termes de paysage, déjà, peut-être, et de territoire. Et donc, je vais vous parler d'un projet. Donc là, on est ici, on est par là, quoi. On est à Stein, en Seine-Saint-Denis. Donc c'est dans la cité du Clos Saint-Lazare. Donc c'est une opération sur laquelle Bellastock, il y a quelques années, même avant que j'arrive, avait une sorte de projet pilote qui permettait d'expérimenter la question du remploi du béton. Donc c'est bien parce qu'on a beaucoup parlé du béton, et c'est vrai que l'idée, c'est pas de montrer une solution, hein, c'est un process. C'est un sujet, le béton, parce qu'on construit beaucoup en France avec le béton, plus que dans pas mal d'autres pays. Enfin, moi, j'ai une compagne qui est italienne, par exemple, elle me dit pourquoi tous vos voiles sont en béton, nous on fait nos satures, on remplit ça avec des briques ou avec autre chose. Donc il y a vraiment un patrimoine d'existant en béton. Alors le mieux, évidemment, c'est toujours de conserver, hein, on ne répète pas assez, mais en tout cas, quand ça doit être démoli, il y a une question. Ces lieux, c'est des lieux de vie à la base qui ont été conçus pour des gens qui vivent dedans. Donc toujours se poser cette question-là quand on agit sur un territoire, qui vit ici, avec peut-être des choses qui sont mal médiatisées en tout cas, mais se rappeler qu'il y a une vie dans ces quartiers, et qu'il y a toujours un lien très fort à faire toujours dans cette approche qu'on peut avoir peut-être des fois un peu trop matérielle et logistique sur la question de l'architecture ou du remploi. Enfin, surtout sur la question du remploi, je trouve le travers aujourd'hui, c'est un peu cette question organisationnelle qui devient très logistique.
on a tendance à oublier cette valeur culturelle et sociale. Et donc, dans ce projet, il y avait, dans le cadre des plans NPNRU, des démolitions de bâtiments en béton. Voilà, elle a disparu. On ne sait pas exactement le même point de vue, mais ça paraît simple comme ça. Mais en fait, il y a eu une vraie démolition. Et puis, en fait, c'est un lieu où des gens ont vécu et on ne leur a pas trop demandé leur avis. Il a fallu qu'ils partent. Et puis, on va faire autre chose à la place. Donc, nous, le projet, ça a été de dire qu'on allait accompagner donc sur cette parcelle vide, qu'on allait en faire un lieu destiné aux habitants sur lesquels on a essayé de faire de la démonstration du remploi et à la fois nous expérimenter, parce qu'il y avait d'autres éléments qui allaient être détruits et du coup générer des gisements de béton. Donc on a travaillé avec des démolisseurs. Donc d'un coup, ça veut dire qu'il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est un démolisseur ? C'est quoi son travail ? Qu'est-ce qu'il sait faire ? Bon, et en fait, ils se sont très vite rendus compte qu'ils avaient déjà vraiment l'habitude et le savoir-faire, la compétence de savoir déconstruire des choses proprement et avec la consigne ici, en fait, de sortir principalement les voiles intérieures qui étaient moins ferraillées. Donc de ça, on en sort ce qu'on appelle un gisement. Alors c'est un peu débattu, est-ce qu'il faut utiliser des termes extractionnistes, etc. Bref, je vais appeler ça un gisement. Où on voit qu'il y a la tapisserie d'une chambre, des fois il y a la céramique d'une salle de bain, et puis il y a les céramiques en extérieur qu'on voyait. Et tout ça, en fait, ça, déjà, en termes de matière, il y a tout un volet culturel et puis l'ordre de la mémoire qui est assez important sur cette question du remploi. Et donc pour utiliser ces éléments, alors là, ça a été essayé dans un objectif bien précis, mais il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les déplace, qui est capable de déplacer ça ? Et d'un coup, on se pose des questions de logistique qu'on n'est peut-être pas amené à se poser quand on est en maîtrise d'œuvre, ou en tout cas, ça dépend des missions. Des fois, d'aller assez loin sur qui c'est, lui, là, c'est quoi son métier, ou à qui je demande pour savoir faire ces choses-là. Donc, il sort, il prend ses voiles, et puis il en fait des blocs réemployables, en tout cas. Et donc, après, l'idée, c'était d'organiser des chantiers pour tester différents domaines d'emploi de ces matériaux de béton pour occuper ce lieu à l'emplacement même où il y avait une tour. Donc il y a des blocs un peu concassés qui sont utilisés pour faire des sols, des aménagements paysagers, des opus incertum. On reprend en gros des techniques et des savoir-faire déjà existants mais qui se perdent, qui sont plutôt destinés à la pierre au départ. Idem pour la pierre sèche dans le volet paysager, où on retrouve toujours un peu ces traces du vécu. Et avec toujours l'inclusion aussi, l'inclusion des habitants. Donc là, bon, il n'y avait pas grand monde sur celui-là, mais à chaque fois de travailler sur des chantiers participatifs qui incluent les habitants pour à la fois s'approprier le lieu, mais surtout former à cette notion du remploi, pas forcément pour devenir constructeur-employeur, mais pour avoir cette notion-là, que les choses se conservent, qu'elles ont une valeur, et que même si la tour n'a aucune valeur économique ou quoi pour la personne qui a eu besoin qu'il faut déplacer un peu où est la valeur, et qu'en fait elle a une autre valeur, elle a une valeur culturelle, patrimoniale, sociale, et en fait la matière a une valeur. Et à partir du moment où on décide qu'on peut la remployer. Donc voilà, et à la fin, bon, ça donne des petites choses qui sont de l'ordre de l'expérimentation, mais qui montrent que on n'est pas dans le domaine du cliché du bidonville ou plein d'idées reçues sur leur emploi. Voilà, pareil, donc ça c'est bon, dire c'est quoi ton local poubelle là, mais quand même en fait l'objectif c'était plutôt d'expérimenter, de se dire on fait ce petit objet architectural et quelles questions ça pose. Donc et d'un coup le fait de se confronter à un tas d'emmerdes inimaginables, on se rend compte qu'il faut interagir avec telle personne, trouver des savoir-faire et se rendre compte qu'il y a des choses qui marchent plus ou moins bien. Voilà, ça c'est moi qui ramasse des fraises qu'on poussait toutes seules. Voilà, tout ça en fait c'est juste par l'image un peu vous montrer que déjà il faut expérimenter, que par cette expérience ça oblige à se poser des questions et que des choses qui peuvent paraître un peu basiques et simples au départ, parce que moi ce qui m'a posé question c'est on enseigne le projet et les étudiants, moi la charpente elle est en remploi, c'est bon. Et je me suis dit mais comment on va faire pour enseigner ça ? Comment on va faire pour pas dire juste on fait un rendu, il y a des planches, voilà, la charpente c'est du remploi, je l'ai prise là.
Ouais, en fait, ça suffit pas. Faut que vous soyez plus préparé à ça, sans pour autant avoir à diagnostiquer un bâtiment existant pour aller savoir vraiment comment on la surdimensionne pour qu'elle tienne, etc. Donc, et c'est là où moi j'en revenais un peu, peut-être sur le point final, sur la question de la formation en école, où il y a, donc on l'a vu, on parle beaucoup de transition dans le domaine professionnel. Je pense que dans les écoles, on a vraiment des questions à se poser sur ça, parce que par exemple, sur la question du remploi, ça pose vraiment, entre autres, la question du temps long, de comment on arrive à vraiment enseigner sur des process qui ne se font pas sur un semestre de rendu de projet, par exemple. Donc voilà, c'est foutre un peu le bordel dans l'école. Merci. Pour rebondir, Guillaume, et votre approche sur les matériaux et les nouvelles technologies, où on est dans une autre démarche encore. Oui. Alors, je ne vais pas avoir beaucoup d'images parce que j'ai compris que je devais en amener que 2, donc c'est un peu limité. Donc, comme vous, j'ai fait une formation d'architecture, sauf que j'ai choisi mes écoles. J'ai décidé, dans mon cursus de 5 ans, d'aller dans 3 écoles différentes qui avaient toutes des grands ateliers avec des machines-outils. Puisque de façon culturelle et familiale, on pense avec les mains et on fabrique tout nous-mêmes dans ma famille. Donc sa maison et ses outils et à la rigueur ses véhicules. Et donc j'étais un peu, parce que je suis assez vieux, un peu la première génération à apprendre la 3D dans ma génération d'architectes. Et pour ça, je suis allé en Amérique du Nord apprendre auprès des gens qui avaient conçu les premiers logiciels de 3D. Et c'est à cette époque-là, donc il y a quand même une trentaine d'années, que j'ai aussi imprimé en 3D pour la première fois et que j'ai rencontré la fabrication digitale. En fait, pour résumer, ce qui se passe, c'est que donc là, avec une vision un petit peu lointaine, c'est que la révolution industrielle a décimé les artisans et voilà, la tête, c'est devenu nous et les designers, et puis les corps sont devenus les ouvriers. Mais la continuation de cette révolution industrielle, c'est de créer les machines à commande digitale. Et ça, soudainement, ça a fait que des cols blancs comme nous, des gens qui normalement manipulent plutôt de l'information, sont capables de manipuler ces grosses machines. En effet, donc moi j'ai dans mon bureau qui est à Beyrouth au Liban, mon bureau principal, il y a 200 mètres carrés de bureau d'architecture, mais autour il y a 2000 mètres carrés qui sont emplis avec une dizaine de robots qui font chacun entre 3 et 5 tonnes et qui travaillent différents matériaux. Parce qu'en fait, c'est ma 3D qui les guide et qui fait de moi un artisan. Je dessine une chaise le matin, à midi je m'assois dessus, je recommence, etc. Et je cherche mes matériaux autour de moi que je recyclais et que je recycle. Et donc, je suis tout à fait comme était un artisan avant la révolution industrielle. Et donc, on parle d'un artisanat post-industriel, d'où le nom de la petite compagnie qu'on a créée ici à la Cité du Design. Si vous voulez venir voir comment ça marche. Malheureusement, à cause des raisons de budget et d'espace, qui travaillent juste avec un matériau. Donc, on m'avait dit aussi d'amener 2 matériaux. Donc, j'ai amené 2 petits morceaux. Donc en fait, les 2 exemples qu'on a, c'est alors, ce que vous regardez, la forme que ça avait avant, en bas, c'était une casserole en aluminium qui donne Alzheimer en fait quand on cuit dedans avec la température des trucs qui ont du sel. Les Suisses le savent, c'est interdit depuis 50 ans, mais dans les pays en voie de développement, malheureusement, les gens commencent à le savoir, donc en fait, on récupère leur casserole, donc on leur sauve la vie en même temps. Et puis des phares de voiture, voilà, c'est du polycarbonate comme mes lunettes. Donc un plastique qui est capable de résister aux UV, qui est classe B pour le feu, et qui potentiellement peuvent servir à faire de l'architecture. On travaille aussi donc le bois, tout le bois de tempête. Hein. On fait du meuble et de la charpente japonaise. C'est ce que j'enseigne moi à l'université à Beyrouth. Et ça, on le fait avec des robots. Par contre, en fait, maintenant c'est un peu difficile de faire un bâtiment en faisant des nœuds de charpente savants, parce que ça coûte trop cher ici. Mais par contre, quand on commence à apprendre à l'architecte de le dessiner en 3D lui-même pour que le robot prenne directement la 3D et le fasse, soudainement, c'est faisable. Économiquement, c'est faisable. C'est pour ça que la fabrication digitale, dans un pays où la main-d'œuvre est très chère, permet à donner. Donc, moi, je suis à l'échelle la plus petite de nous tous, hein, parce qu'au début, on a démarré sur des échelles géantes. Moi, je suis à l'échelle du matériau, du savoir-faire, et donc, c'est plus l'architecte artisan, où en effet, ce que je dessine, je le fabrique et je l'assemble et je le fais. Et je pense que cette échelle artisanale, c'est une échelle vertueuse. Parce que donc si on continue sur la révolution industrielle, elle a fait des outils formidables et tout, etc. Mais par contre, elle est aussi partie à l'échelle de la mondialisation. Et maintenant, elle brûle le monde à très grande vitesse
pour faire beaucoup d'objets très loin, très peu chers. Et en fait, on se rend bien compte que ça va complètement dans le mur. Par contre, l'échelle artisanale, où moi, je vais décider de ne pas suivre le modèle mainstream de construction, etc. Mais par contre, je suis en train de travailler avec mes robots pour fabriquer en terre un matériau local qui est recyclable quand je me plante. On a nos gros fours qui sont un peu de la taille d'une bonne grosse salle de bain pour cuire des briques qui sont plus intelligentes et qui sont à l'échelle d'un demi-étage. Et on est en train d'essayer de trouver une nouvelle économie en fait, et des nouveaux systèmes pour fabriquer. On travaille beaucoup à l'échelle du meuble parce que ça nous demande beaucoup moins. On n'a pas besoin de s'arracher un bras pour payer un prototype, c'est plus facile. Mais on essaye d'aller tout doucement vers l'échelle de l'architecture et de recréer ça. Donc, c'est là où on peut remonter vers la maîtrise œuvre et remonter dans les échelles, mais on peut aussi donc descendre à partir de cette formation qui, vous l'avez compris, permet de penser à peu près n'importe quoi par la pensée du projet. Donc voilà, on peut projeter sa vie, en effet, qui était une bonne, et puis le concevoir comme ça. Moi, ce que j'enseignais en université au début à l'UQAM et à l'Université de Montréal, et que j'enseignais à des gens qui étaient déjà des architectes diplômés, c'est-à-dire que c'était en maîtrise professionnelle, donc en Bac+7, c'était la pratique réflexive, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous, en train de créer, vous pouvez vous extraire de ce corps et regarder votre pratique et la travailler comme un projet, et décider que finalement, vous allez faire ça autrement, et vous allez pouvoir sortir de votre corps, regarder votre pratique, avoir cette pratique réflexive, et c'est ça que moi j'enseignais les architectes pour qu'ils puissent aussi gérer leur créativité et ce qu'ils font. Donc ça peut être à plein de niveaux. Moi, donc c'est cette pensée avec les mains, donc c'est moi qui fais à cette petite échelle de fabriquer des choses. Mais il n'empêche qu'elle a un pouvoir, et en fait, elle a aussi une échelle vertueuse, donc de présenter un futur qui est différent, qui peut être rigolo comme le suivant là, qui est très coloré et qui était. On voit deux structures, il y en a une au premier plan. Donc tout ça, c'est que du phare de voiture, et les connecteurs sont des casseroles. Et donc c'est une espèce de proto-architecture où on essaye de trouver des systèmes structurels pour fabriquer les choses. Ce qui est intéressant, c'est, par exemple, juste pour vous dire que, pour vous faire percevoir un peu le potentiel de ces formes-là, c'est quand on imprime une des cellules, là, donc voilà, vous avez un pentagone entouré d'hexagones, quand on imprime ça, on peut aussi, ça se morphe dans n'importe quelle fonction. Il peut aussi y avoir une table, un banc, des bacs pour planter, etc. On peut, en fait, quand on imprime cette cellule, elle peut devenir n'importe quoi. Et cette espèce de pensée un peu différente par l'action et par la recherche en atelier amène aussi de nouvelles esthétiques, de nouvelles logiques, et se permettre de travailler avec ces matériaux donc recyclés et recyclables, puisque ces choses-là, en fait, ça vient d'un pavillon qu'on a exposé, mais on va refondre ça pour faire du mobilier urbain pour Saint-Chamond, là, normalement. Donc ce sera une autre forme, et donc ces matières vont prendre plein de formes différentes, et c'est nous qui décidons cette forme. Et en fait, c'est important parce que c'est un peu ce qu'on sait faire, et donner forme aux choses leur permet d'exister. Et puis surtout, on a cette grande capacité de conviction, puisque c'est celle de la projetation. C'est-à-dire, nous, on parle à des élus et on leur explique comment va être leur espace urbain une fois qu'on aura, nous, tout fait dedans, c'est-à-dire avec les mêmes matériaux recyclés, des pots à arbres, le mobilier, les lumières, etc. Et on est capable de les convaincre suffisamment pour pour que tout le monde y croit et qu'on fasse le projet. Et ça, c'était donc la fiction efficace, c'est quand on arrive à faire ça. Et ça, c'est une grande force qu'on a. On sait vraiment présenter, on sait aussi présenter graphiquement, visuellement, etc. Et on sait convaincre suffisamment pour emmener tout le monde vers quelque part. Et c'est notre responsabilité que ce quelque part, ce soit quelque chose qui soit durable et qui ne brouille pas toute la planète. Merci. Je voulais rebondir sur la dimension politique du coup de cette transition urbaine et architecturale, notamment là, sur la commune de Firminy ou même au sein de la SPL. Comment vous intégrez ces dimensions à la fois urbaines et architecturales? Et par rapport à ce qui a été présenté précédemment, est-ce que ce sont des manières de faire que vous avez déjà anticipées dans vos marchés, en fait, dans ce que vous projetez par rapport à cette transition architecturale, ou est-ce que ça vous donne des idées? Alors, sur la deuxième question, c'est la plus simple. Je vais y répondre. C'est que très clairement, en fait, on est en décalage complet par rapport à tout ce qui a été présenté aujourd'hui. Et j'ai presque envie de dire malheureusement, parce que
Parce qu'en fait, on est encore dans une démarche très traditionnelle de la façon de s'approprier notre territoire et de l'aménager et de le construire. Enfin, traditionnel, pas traditionnel, mais voilà, qui date depuis longtemps et qu'on a du mal en fait à faire bouger, et que toutes ces approches très novatrices en fait qui nous mettent devant nos responsabilités, nous en tant que collectivité ou assistant maîtrise d'ouvrage ou maître d'ouvrage, voilà, on se les prend en pleine figure, et puis du coup ça nous questionne fortement. Alors déjà qu'on se pose beaucoup de questions, mais là je crois qu'en fait en voyant tout ça, il y a quand même beaucoup de matière en fait à développer, et beaucoup de marge de manœuvre, et surtout beaucoup de travail à réaliser pour pouvoir changer les mentalités et être sur une vision beaucoup plus optimiste que ce qu'on peut avoir aujourd'hui, quoi. Après, sur la façon d'un point de vue politique, comment est-ce qu'on aborde toutes ces questions-là? En fait, je dirais qu'elles sont, en l'état actuel, plus proches que ce qu'évoquait tout à l'heure Laurane, quoi, sur la planification, sur la définition d'un plan guide, sur la façon de s'approprier le territoire. Et puis, surtout, pour le moment, déjà, on essaye déjà de faire de la pédagogie vis-à-vis des collectivités, parce que avant d'en arriver là, il y a toutes ces étapes intermédiaires, en fait. Et la première étape, c'est que je pense qu'il faudrait vraiment qu'on se questionne d'où on vient, vraiment d'où on vient. Moi, tout à l'heure, on parlait de l'UQAM. J'ai fait une année à Québec, et à Québec, à l'Université Laval, j'avais une matière qui m'avait beaucoup intéressé, c'était l'architecture vernaculaire. Et je crois qu'en fait, la question d'architecture vernaculaire, et en fait, j'ai carrément ressenti dans ce qu'a présenté Quentin, en fait, il y a un caractère très vernaculaire dans la façon d'aborder les choses. Et dans l'architecture vernaculaire, en fait, il y avait des questions, des principes fondamentaux qui étaient déjà posés sur la table. Où est-ce qu'on construit? Pourquoi on construit? Quel usage? Comment on s'oriente? Comment on s'adapte au site? Quelles ressources on prend? Voilà. Et puis après, au travers même de ces approches très simples, il y avait aussi une approche sociologique, culturelle, cultuelle aussi même, qui a fait que on savait très bien définir des formes de société en construisant des villes, des villages, des maisons, voilà. Et j'ai été toujours très touché par ce qu'expliquait tout à l'heure Caroline Gerfio, c'est ça, pardon si j'écorche votre nom. Et j'étais même très surpris quand elle évoquait qu'en Afrique, aujourd'hui, la modernité, c'est de construire des grandes tours en verre, en fait. Et je pensais tout à fait le contraire, justement, comme quoi on a plein d'a priori, et que justement, cette approche vernaculaire, elle était beaucoup plus accessible et abordable en fait dans les pays en voie de développement, et qu'on était on avait une plus grande facilité en fait à revenir sur ces principes fondamentaux. Et apparemment en fait, alors après je présume que c'est dans les grandes villes en fait, les métropoles où on a cette vision-là, et que dans les zones plus en retrait en fait, on reste sur des principes beaucoup plus vernaculaires justement. Mais voilà. Et aujourd'hui, donc pour répondre à l'échelle de Firminy, par exemple, c'est la 4e ville de la métropole, donc il y a 53 communes sur la métropole, et c'est la commune qui a le plus petit territoire. En fait, on a, donc j'évoquais tout à l'heure 16 000 habitants, et on a un peu moins de 11 km² de territoire communal. Et donc, je dirais que pour le coup, tout à l'heure on évoquait le ZAN. Alors, s'il y a bien une chose qu'on a réussi à intégrer très facilement en fait à Firminy, c'est réduire fortement l'étalement urbain, parce qu'en fait on dispose déjà peu de ressources en termes de sol, et que du coup on ne peut pas se permettre de continuer. La carte de Laurane tout à l'heure était quand même assez édifiante quand on voit en fait l'emprise des zones pavillonnaires sur une ville comme Firminy, alors qu'en fait on a déjà une densité urbaine très, très forte, et peu de ressources en termes de sol. Et quand on compare justement les typologies et morphologies urbaines du quartier de Firminy-Vert et de ces zones pavillonnaires, je disais tout à l'heure que le quartier de Firminy-Vert, c'est 1125 logements. Et on a des zones pavillonnaires, je crois qu'on n'a pas autant de logements en pavillonnaire, et on doit utiliser 4 fois ou 5 fois plus en fait d'espace, quoi, avec tout ce que ça implique. Tout ce que ça implique en plus derrière en termes de réseau, en termes d'artificialisation des sols, les voiries, voilà. Et donc aujourd'hui on arrive à
enfin, en tout cas, à Firminy, je crois qu'on a déjà fait, on a déjà passé ce cap-là, de comprendre qu'on ne pouvait plus construire en fait, sur notre territoire de la même manière, enfin aménager notre territoire de la même manière que ce qu'on faisait il y a 10 ou 15 ans, quoi. Donc ça, c'est déjà un point. Et après, la problématique à laquelle on est confronté, donc ville industrielle, je l'évoquais aussi tout à l'heure, donc qui dit ville industrielle dit patrimoine industriel, friche industrielle, pour beaucoup qui ne sont plus en exploitation. Et donc, il faut qu'on puisse reconvertir soit en espace urbain, soit en zone de logement, soit en zone d'activité économique. Voilà. Il y a beaucoup de réflexions. Alors cette question se pose là au niveau de Firminy, mais sur toute la vallée de l'Ondaine, mais aussi la vallée du Gier et une partie en fait du bassin stéphanois, quoi. Donc c'est pas propre à Firminy, mais aujourd'hui, je pense que on a ce potentiel-là. La seule problématique, c'est qu'on a à côté de ça des collectivités qui disposent d'un foncier plat, non bâti, disponible de suite, et que du coup, les industriels, ayant on parlait de temporalité tout à l'heure, ils ont la temporalité en fait, d'un industriel, elle est très courte. Il faut qu'il ait son bâtiment très rapidement pour pouvoir mettre en service son activité très rapidement et que derrière, il puisse produire à une grande échelle très rapidement. Et que quand on doit faire face à ça et qu'on a des friches industrielles, la friche industrielle, il faut déjà l'acquérir. Après, il faut envisager une stratégie pour pouvoir la dépolluer, la déconstruire. Et puis après, solliciter un certain nombre de porteurs de projets pour pouvoir les faire venir sur ce site-là. Donc, le temps est complètement différent et du coup, est très coûteux. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai qu'en fait, il y a cette notion-là aussi qu'il faut intégrer. Et ce qui fait que du coup, on continue à construire alors qu'en fait, on a encore beaucoup de friches industrielles sur notre territoire, quoi. Voilà. Donc, pour moi, l'enjeu, il est vraiment là. Et puis après, la question, j'étais très intéressé par la question de tout l'algorithme qu'on peut mettre en œuvre sur la façon de reconvertir en fait des zones pavillonnaires. Ça, pour une ville comme vous, il faut regarder. Ouais. Ouais, ça, je crois qu'en fait, c'est assez intéressant et ça nous permettrait en fait d'avoir un outil aussi qui nous permette de sensibiliser les gens sur une autre façon en fait de construire, enfin d'urbaniser notre territoire. Et puis d'offrir une typologie de logement qui soit pas celle qu'on a connue en fait pendant ces 15, 20, 30 dernières années, quoi. Voilà. Dimitri ? Donc moi, en conclusion, parce que c'est bientôt l'heure de déjeuner, un message positif, c'est que ce qu'il faut comprendre pour vous, c'est que cette transition écologique, en fait, c'est une opportunité de nouveaux métiers. Et je crois que là, on a eu un témoignage assez exhaustif finalement de tous les nouveaux métiers que génère cet enjeu de transition. Et donc, je pense que pour vous, ça vient enrichir finalement les opportunités professionnelles. On sent qu'en plus, c'est toujours un témoignage très introspectif qui a permis à chacun finalement de trouver son métier ou de créer son métier qui lui correspond. Et moi qui suis dans une pratique beaucoup plus, on va dire, traditionnelle, comme Pierre Albert me l'a enseigné il y a 15 ans, du métier d'architecte, en tant qu'architecte, par contre, je maîtrise très bien l'écosystème de ces nouveaux métiers, la transition énergétique. Donc, et d'une certaine manière, avec la plupart d'entre eux, j'ai déjà travaillé. Donc moi, je n'ai pas l'expertise qu'ils ont parce qu'ils se sont mis un peu dans cette niche. Mais par contre, en tant qu'architecte, je sais les repérer. Et dans ce devoir de conseil, j'ai beaucoup amené ces personnes qui ont performé dans des nouveaux domaines parce qu'en tant qu'architecte, j'ai compris plus facilement leur démarche. Et donc, je suis allé auprès des maîtrises d'ouvrage, des collectivités. Là, on entend, ils découvrent Yudo. Et donc, à vous, vous n'allez peut-être pas vouloir se projeter. C'est quand même ce qu'ils font, c'est très courageux. Ils partent là où il n'y a rien. Donc, ce n'est pas forcément ce que vous allez faire. Mais soit en tant que chef d'agence ou même tout simplement en tant que collaborateur architecte dans une agence d'architecture, si vous connaissez cet écosystème, dans le cadre de vos projets, qui sont des projets plus traditionnels comme je l'ai fait, ces opportunités arrivent et c'est à vous de dire « Attendez, il y a cette personne qui fait ça » et de venir enrichir l'écosystème de ces nouveaux métiers pour une démarche plus durable. Et donc, voilà, il faut que vous compreniez ça, c'est que soit vous pouvez partir dans ces possibilités ou tout simplement les suivre et les connaître par curiosité et du coup enrichir le process avec votre devoir de conseil face à des commandes plus classiques qui correspondront, je pense, pour la plupart de vous, à la réalité de votre métier de demain. Voilà. Merci. Oui, bien sûr.
Là, je vais reprendre ma casquette d'architecte, en fait, parce qu'on a beaucoup parlé du béton, et je crois que Firminy et le béton, c'est une grande histoire d'amour. Et je pense, en fait, au travers de ça, et d'ailleurs, Quentin l'a très bien dit, aujourd'hui, le béton, c'est vrai que si on construit en béton, on a un bilan carbone qui peut être assez médiocre. Tout dépend aussi comment on dimensionne les ouvrages. C'est vrai que ce matin, dans le cadre de la thématique sur la réhabilitation, on parlait aussi de la réglementation dans le bâtiment, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en termes de sismicité, de portance au niveau des sols, enfin, surtout dans le bassin stéphanois où on a des galeries de mines, enfin c'est du gruyère, et qu'on a un peu tendance aujourd'hui à surdimensionner des ouvrages. Je vois en 15 ans, c'est assez impressionnant quand même, le dimensionnement d'un voie de béton il y a 15-20 ans et le dimensionnement d'un voie de béton aujourd'hui. Enfin, on a multiplié les aciers par 2, on a augmenté l'épaisseur pour pouvoir assurer donc une bonne structure, mais aussi traiter l'acoustique dans un bâtiment de logement. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont fondées sur la réglementation qui est complètement en fait arbitraire. Moi, j'habite à l'unité d'habitation. L'unité d'habitation, c'est un bâtiment, c'est un immeuble de grande hauteur. Donc, le dernier niveau de plancher est à plus de 50 mètres de haut. Un bâtiment de 414 logements. Et en fait, on a des murs béton et des dalles béton qui font entre 13 et 14 cm d'épaisseur, quoi. Voilà. À part les piliers en bas qui sont la base du bâtiment. Mais le principe constructif et l'optimisation en fait, des ouvrages dans leur dimensionnement a permis, je pense, je crois que si on avait eu des murs de 16 cm d'épaisseur sur l'ensemble du bâtiment, en fait, la quantité de matière aurait été bien plus importante, quoi. Donc aussi en termes comment dire, dans l'approche de la matérialité, il faut aussi savoir bien dimensionner les ouvrages pour pouvoir être sur une économie de moyens et d'énergie, quoi. Voilà. Même exercice que tout à l'heure, est-ce que vous avez des questions, des réflexions, discussions, partage? Allez-y. Parce que j'ai participé à la table ronde d'avant, donc je me suis permis, puis c'était très riche, je pense que c'était plus original sur la diversité des métiers. Voilà, je suis devenu co-animateur. Il avait épuisé son temps de travail, son temps de parole. Est-ce que vous avez des idées de nouveaux métiers aussi, encore? Allez, à vous de réagir. Bonjour, merci beaucoup pour la table ronde. C'est une question qui s'adresse à Chloé Grostet sur l'application de la matériothèque digitale. Est-ce que ça implique aussi des systèmes constructifs? C'est pas simplement les matériaux, j'imagine, il y a aussi toute la procédure de mise en place. Comment ça se passe? Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé en profondeur. En fait, c'est un outil de répertoriation, de recherche et de projet, donc qui va permettre aux agences d'architecture en interne de sourcer leurs propres matériaux. Donc, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Donc, je vais répondre à ta question. En fait, si tu veux, tu peux tout à fait rentrer des systèmes constructifs à l'intérieur parce que c'est un système de répertoriation. Donc, en fait, c'est assez libre au sein de l'agence. Tu peux tout à fait le faire. Voilà. Y a pas comme c'est un système, il n'y a pas toutes les solutions à l'intérieur. Voilà. Est-ce que c'est clair ou pas? Okay. Très bien. Moi, complément et question, c'est que dans les missions qu'on fait, et puis ça répond aussi quelque chose sur les collectivités, les missions que fait Bellastock, ils sont partis au début en faisant mémuse avec des petits cailloux, et puis en fait, ils ont compris que l'impact du remploi changeait d'échelle et qui petit à petit, donc on arrivait à l'échelle de, on va dire, la région ou à l'échelle d'un territoire comme Plaine Commune par exemple, avec les logiques de métabolisme urbain, en se rendant compte que si on veut remployer un matériau quelque part, on ne peut pas se contenter de prendre ce qui est in situ. Donc il y a besoin en fait de récolter, il y a besoin de foncier pour récolter cette matière, il y a besoin de la retravailler, puis ensuite de la mettre à disposition. Donc nous, dans nos missions, il y a une des parties qu'on nous... Donc en fait, on fait beaucoup d'assistance à maîtrise d'ouvrage, et donc on travaille avec des régions, avec des villes, avec tout ça. Et on nous demande en partie des fois de sourcer justement des matériaux. Et ça fait partie de... Donc moi, c'est bien, ça peut nous faciliter le travail. Mais je te demanderai plus précisément après. Mais c'est pour que vous ayez conscience aussi comment ça place. Et ça pose la question aussi du process de projet. Parce que si on prend un projet, habituellement, tout ce qui est réemploi, etc., ça demande vachement de flexibilité. Ça questionne beaucoup le process habituel et le phasage de projet. Parce qu'en général, on fait esquisse, APS, APD... on fait notre projet, puis à un moment, il y a un DCE, et puis il y a des entreprises qui arrivent à ce moment-là. Et en fait, sur le remploi, ça pose quand même la question de la fourniture, et des fois,
d'être capable de s'adapter si le matériau finalement n'est pas disponible, etc. Et en fait, ça re-questionne un peu en profondeur ce truc-là. Pareil, en fait, c'est des choses, je pense qu'ils doivent réussir à s'enseigner dans la méthode de projet, parce qu'à l'école, on ne parle pas encore de ces phases-là. Mais en tout cas, peut-être de profiter de ce moment où on n'est pas dans ce contexte professionnel pour expérimenter d'autres manières de travailler, peut-être faire les choses dans l'autre sens, pas à l'envers, mais dans l'autre sens, quand le contexte le nécessite, en tout cas, quoi. Voilà, je sais que je vois pas mal de PFE passer où on met plus en avant un process de projet presque que l'architecture elle-même. Donc ça pose question, c'est pour ça que c'était un peu provoque aussi, parce qu'on délivre quand même des diplômes d'architecte, où après vous devez aussi être capable d'être maître d'œuvre. Flavien, vous vouliez intervenir ? Oui, rapidement, mais quand je me souviens, j'ai fait un stage en 3e avec un architecte et il m'a dit, tu verras, le métier d'architecte, c'est 10% de créativité et 90% d'administratif. Et c'était assez réel, en fait. Et je dirais même qu'à l'école, on apprend 10%, 5% de notre futur métier. Et en fait, il y a plein de choses. La créativité, elle n'est pas forcément que dans le projet ou la forme ou le rapport au contexte, mais comme on peut le voir à travers différents profils, elle est vraiment aussi dans remettre en cause les cadres juridiques, trouver des manières de financer des projets, voilà, aller vers les habitants, qu'est-ce que ça veut dire être citoyen architecte. Et je trouve que les présentations, vous avez de la chance d'avoir cette présentation, parce qu'à l'école, on n'avait jamais eu ça. Nous, on n'est pas du tout dans cette lignée-là. Et c'est une chance d'avoir des profils aussi divers et de voir aussi à quel point le même cursus pédagogique peut apporter autant de richesse. Et comme le disait assez justement Dimitri, il ne faut pas être angoissé par l'écologie, mais c'est vraiment pour notre métier une manière de réinventer un rôle aussi et de reprendre le contrôle sur certains points qui est vraiment rempli d'opportunités, quoi. Donc c'est quelque chose de très très positif et on n'enseigne que très peu, je trouve, à l'école. Peut-être ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds dans l'école, mais voilà aussi cet optimisme qui doit être lié à notre métier et prendre l'écologie vraiment comme un tremplin pour inventer d'autres formes, quoi. Moi, je voudrais, alors, il y a deux choses. Je voudrais d'abord réagir à une chose assez, qui nous turlupine avec un certain nombre d'enseignants dans cette école. C'est le fait que tous ces dispositifs qui sont quand même assez nouveaux, même si en effet ils font tout à fait écho. Quand on se retourne, je veux dire, on parlait de Rome tout à l'heure. Rome a passé son temps à faire du réemploi. Le réemploi, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que les formes qu'elles prennent aujourd'hui, les outils, devraient nous amener à fabriquer un nouveau langage de l'architecture. Et là, je reviens à ce qui a été dit sur les fondamentaux dans les écoles. Bon, moi, ça me touche de près, parce que ça fait un certain nombre de temps que j'enseigne, en particulier en première année, et que j'ai toujours connu ça dans cette école, mais dans d'autres écoles, sur la question des outils fondamentaux et des choses fondamentaux à mobiliser au départ d'une conception architecturale. Sauf que, en effet, ce qu'on voit ici, d'une part, c'est qu'il y a une frustration parce que ça produit des architectures qui, d'une certaine manière, restent quand même dans un langage assez classique. On pourrait même dire, alors, je vais utiliser très vite une formule qui vaut pour ce qu'elle vaut. C'est-à-dire, ce qui est très étrange, c'est que le béton, par exemple, a été inventé, le béton armé a été inventé bien avant Le Corbusier, mais il a fallu quand même que certains architectes dits modernes en formalisent le langage. Bon, Le Corbusier étant le bon client, un peu paradigmatique et très contestable, mais enfin bon, voilà. Il y a un nouveau langage qui se crée à un moment parce que, d'une certaine manière, apparaît un certain nombre de matériaux, le métal, vous connaissez ça par cœur, et le béton. On pourrait se dire, aujourd'hui, comme on repense les choses différemment, y compris en termes de... Ça va fabriquer autre chose. Et on a peine à voir, alors peut-être que c'est juste comment cette période entre... les débuts du béton armé et l'apparition de ce qu'on appelait les modernes. Donc c'est très enthousiasmant pour votre génération. Ça veut dire que vous avez tout un rapport aussi à trouver pour fabriquer autre chose. Tu évoquais des typologies nouvelles. En effet, ça enchaîne tout un dispositif qui fait que là, vraiment, vous allez pouvoir quand même retrouver un truc tout simple qui s'appelle l'architecture. Parce qu'entre tout ce qui a été exposé ici, tu évoquais... Alors moi, je vous conseille un jour aller voir des gens qui sont démolisseurs.
étonné à quel point ils sont architectes sans le savoir. Parce qu'ils connaissent, ils ont une espèce de méthodologie. Il y a une manière de déconstruire qui, formidablement, nous apprend la construction, quoi. Mais pour autant, c'est de notre rôle d'être, comme disait l'autre, causa mental, et d'anticiper, de projeter et de dessiner. C'est-à-dire quels sont les nouveaux outils de dessin qui en effet, peuvent accompagner ça. Bon, bref, je trouve ça passionnant. Nous, on le dit très modestement, on est relativement outillés par certains aspects, mais démunis par d'autres, pour vous dire, voilà, c'est vers cette piste qu'il faut s'orienter. Et je pense qu'en effet, alors là où je te rejoins, c'est qu'il y a un champ pédagogique très intéressant. Et je terminerai par le fait que, et je ne suis pas sûr, ta conclusion, elle est intéressante, c'est mais malgré tout, il faut que vous fassiez un projet, parce que quand même, on vous délivre la maîtrise d'œuvre. Moi, je ne suis pas du tout sûr. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on défend un peu, vous le savez, vous. Mais c'est ce qu'on défend. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr, en effet, qu'il faille se crisper sur le fait qu'il faille, à terme, faire un plan et des coupes d'un truc qu'on appelle plus ou moins un bâtiment. Peut-être que ça ne passe pas par là. Bon, alors c'est très ambitieux et c'est très risqué, ce que je dis là. C'est pas du tout. Mais voilà, je pense que. Et pour les écoles, moi, je suis super content. Je suis un peu là par hasard pour remplacer, vous le savez, le directeur, en fait. Mais je suis super content d'être venu parce qu'en effet, pour moi, ça boucle un certain nombre de choses que je trouve super intéressantes dans la prospective, y compris professionnellement pour vous et y compris, en effet, j'ai appris plein de trucs pour nous enseignants. Voilà. Je remercie déjà d'anticiper tout le monde et les personnes que je ne connaissais pas qui sont à l'écran. Je trouve ça formidable. Volontairement, je n'ai pas abordé BIM en parlant de transition, parce que là, c'est une table ronde. Voilà. Sur le BIM, je rappelle un truc très simple. Alors, je ne suis pas super spécialiste du BIM, mais rappelez que le BIM, c'est quand même un dispositif inventé pour l'entretien de l'aviation. Voilà. C'est-à-dire que c'est pour que, et on se comprend assez vite, c'est-à-dire avoir une capacité très vite à pouvoir intervenir, justement pour des questions de sécurité sur l'aviation. Bon, et comme d'ailleurs toute la logique, enfin, tu en parlerais sans doute mieux, c'est-à-dire que les premières 3D, Katia. Ça, il y a de très beaux textes de Virilio qui vous l'expliquent très bien. En général, le militaire anticipe toujours les techniques qu'on retrouve en architecture. Bon. Interrogez-vous aussi là-dessus, y compris politiquement. Qu'est-ce que veut dire? Et au passage, la géométrie descriptive, Gaspard Monge, secret militaire, quand il invente, c'est un principe balistique. Donc, il y a tout un truc sur les outils qu'on utilise, entre guillemets, naturellement et qu'on croit inscrits, entre guillemets, comme des fondamentaux, qui a repensé par rapport aux perspectives que couvrent aujourd'hui ces expériences et puis en effet ce qui nous attend demain. Voilà. D'autres questions? Remarques, réflexions? Ouais, c'était 3 questions. Merci pour vos présentations et votre intervention. En master, on étudie en ce moment quelque chose où en fait on découvre que l'architecture c'est fait par les économistes et par les gens qui font les lois, et que en fait nous notre travail serait peut-être de trouver comment changer ça, parce qu'on est rentré dans un modèle où il y a toujours la question de est-ce qu'on arrive à produire une valeur économique, est-ce qu'on arrive à aller au-delà des normes, ou en faire de nouvelles, etc. Ce panel de nouveaux métiers, de nouveaux modes de construction, comment est-ce que, ou dans quelle mesure vous arrivez à les construire sans tomber, à les maintenir sans tomber dans une production de valeur économique, ou alors dans juste un simple contournement ou de création de nouvelles lois? Comment vous arrivez à vous inscrire dans ce qu'on a aujourd'hui? C'est pas une question ça. Moi, je suis sur le côté opérationnel, parce que encore une fois, je prends ma casquette où je suis. Non, je pense que ça ouvre des pistes. Donc il y a un peu de. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des zones un peu troubles. On travaille parfois ensemble avec Flavien, mais du coup, ça laisse aussi des espaces de recherche. Après, quand même. Il ne faut pas croire que, dans ta question, on sentait que maintenant c'est complètement différent. Là, c'est des précurseurs. On est quand même sur un paquebot, l'immobilier, qui a une inertie de malade. Donc, on est sur... voilà, là, c'est vraiment... vous avez la chance d'avoir des témoignages de précurseurs, mais
Mais au contraire, il faut aller dans ces niches. Il y aura peu d'opportunités où finalement on va parler d'économie dans le projet et il faudra sauter dessus. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, faut pas, vraiment pas que ce soit angoissant. Au contraire, ça va apparaître pour la première fois pour vous dans des process plus classiques. Et donc il faudra solliciter. Moi je suis architecte, je n'ai pas forcément la compétence. Je vais aller regarder. Voilà, je sais que Flavien il a fait une école d'économie. Si je vois qu'il y a un client qui se questionne là-dessus, je vais dire cet écosystème de personnes qui développent ces nouveaux métiers, il faut le connaître. En fait, on est vraiment architecte praticien, on travaille en équipe, on ne travaille pas seul, jamais. Et l'équipe qu'on constitue autour de soi, elle est là pour répondre à un programme qui a été donné et concevoir un projet qu'on espère le mieux réussi possible en termes d'usage et d'architecture. Et dans cette équipe-là, c'est là où en fait, on peut ouvrir des espaces à des nouveaux métiers qui aujourd'hui sont peu connus, des maîtrises d'ouvrage privées ou publiques. Et avec ce devoir de conseil et d'orientation et de méthodologie, arriver à avoir cette approche novatrice et cette nouvelle forme en fait, que prend l'architecture et la manière dont on en parle et on la conçoit et on l'écrit. Mais c'est vraiment dans l'équipe que vous allez constituer autour d'un projet donné que vous allez pouvoir apporter des réponses et une ouverture d'esprit. Dernière question ? Juste par rapport à ça, il y a quand même un problème législatif en France, en fait, au travers de ça. On a des institutions. Pour une que je vais nommer, c'est le Conseil national de l'ordre des architectes, à faire valoir aussi le métier d'architecte, parce qu'aujourd'hui, pour moi, le métier est largement sous-valorisé par rapport à ce qu'il pourrait apporter. Et pour la simple raison, c'est que, par exemple, on est obligé de faire appel à un architecte dès lors qu'on a une construction qui fait au moins 150 mètres carrés de surface de plancher. Là, je crois, donc ça veut dire qu'on laisse une possibilité, ou alors dans le cas d'un lotissement, un géomètre peut faire en fait un projet de lotissement sur 2500 mètres, jusqu'à 2500 mètres carrés, sans obligation de faire appel à un architecte. Qui d'autre qu'un architecte, un urbaniste, ou en fait tout un tas d'autres compétences sont habilités et légitimes pour pouvoir construire et aménager notre territoire de demain. Donc tout ça, c'est purement législatif déjà dans un premier temps. Et que je crois qu'on a des institutions qui devraient faire leur travail de manière... Enfin, je suis désolé, je peux peut-être choquer par rapport à ça, mais ces institutions doivent faire un travail assez conséquent auprès des grandes instances de l'État pour pouvoir mettre en valeur notre métier. Après, aux architectes aussi, parce qu'en fait, ils sont largement représentés en fait, au sein des conseils régionaux et au Conseil national de l'ordre des archis, de faire valoir ça, quoi, pour pouvoir valoriser notre métier et lui rendre sa grandeur et sa place, surtout. Et puis après, je dirais, c'est effectivement dans la diversité des pratiques du métier d'architecte qu'il faut que le loup rentre dans la bergerie, en fait, pour pouvoir, non pas en tant que prédateur, mais en tant que porteur d'une parole, en fait, d'une vision, de même plusieurs visions, et qu'on l'a vu, il y a plein de façons d'aborder un certain nombre de questions, et que du coup, c'est nous aujourd'hui, c'est la génération après nous, et puis après, c'est vous, en fait, aussi, qu'il va falloir être très mobilisé autour de cette question-là pour pouvoir replacer le métier d'architecte dans les différentes instances qui convient, quoi. Alors, je vais juste dire 30 secondes. Vous êtes dans une école d'architecture qui dépend du ministère de la Culture, c'est super. Mais le drame de ce qui est raconté, c'est qu'un architecte, il dépend d'une certaine manière dans l'esprit des politiques d'un fait culturel, et que dans tout ce qu'on raconte, ça n'a pas d'impact. Voilà. C'est-à-dire que on est comme les écrivains, comme les cinéastes, et ça, c'est à la fois notre chance et notre malheur en même temps. Moi, j'ai connu cette école quand je suis rentré, ça dépendait l'équipement. Ça changeait tout pour les politiques. Alors, je pense que ce n'est pas une seule, il n'y a pas de cause à effet, mais quand même, je pense que sur ces questions-là, pour les politiques français tout du moins, on n'est pas les acteurs privilégiés de ces enjeux dont on voit qu'ils sont industriels. Enfin bon, vous avez très bien compris que là, on était dans quelque chose qui, en effet, est fondamentalement culturel, mais qui, au départ, est ancré sur des réalités. Et je vous rejoins, il faut rentrer dans le... Je ne sais pas si on est des loups et s'il y a une bergerie, mais voilà. En tout cas, il faut faire de l'entrisme. Et tu viens
dernier complément de réponse, plutôt de témoignage sur la partie très pragmatique de la viabilité économique de ces initiatives. Comme je disais, au début, nous, Bellastock, c'était un festival d'étudiants, donc ça n'avait pas vocation à devenir une entreprise. Ce qui fait que c'est encore aujourd'hui très dur dans la structuration professionnelle. Il y a 20 salariés, ils vivent à Paris, ils arrivent à se payer, à payer un loyer, donc il n'y a pas de souci. Mais du coup, on l'a dit, le réemploi, ça a toujours existé, comme beaucoup de choses, comme tout ce qui est vernaculaire. Et ça a juste disparu un moment, pour plein de raisons. On ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on pourrait parler des heures. Mais, et donc, en gros, le travail qui a été fait un peu par conviction au fur et à mesure des expériences, c'était de dire il faut absolument se permettre que ça puisse revenir. Toutes ces barrières-là qu'on évoque, comment on fait pour les contourner, pour passer au-dessus, pour les casser, comment on fait. Et donc, c'est un peu comme ça que des structures comme nous, même Amaco, même des agences d'archives, vont se mettre à diversifier leurs pratiques par engagement. Donc nous, par exemple, comme je disais, il y a du conseil, donc on va accompagner les maîtrises d'ouvrage, on va accompagner les maîtres d'œuvre pour les aider à faire du réemploi, parce qu'il y a 1000 trucs à gérer dans un projet. Si en plus ils doivent aller échanger avec le site de dépôt, le machin, traiter la question des assurances. Enfin voilà, nous, au bout de 3 projets, on commence à connaître les failles et par où il faut passer. Accompagnement. Après, on fait du projet pour continuer d'expérimenter. Et après, on fait de la formation pour former les gens dans les écoles, mais aussi les professionnels. Et on fait aussi de l'appui aux politiques publiques. Parce qu'en fait, le temps que ça remonte dans notre système très, très top-down, ça peut ne jamais remonter aussi. Donc il y a une nécessité, on n'est pas obligé d'être dans l'ordre, on n'est pas obligé d'être dans je ne sais pas quelle institution, il faut réussir à trouver des leviers. Et ça fait partie de la diversification de vos pratiques. C'est peut-être que vous allez être très bon en politique. Et pour faire remonter ces sujets-là le plus haut possible, pour que d'un coup on dise tiens, il faudrait que le réemploi il ait une place quand même. Et là aujourd'hui, par exemple, ce qui commence à atterrir dans la loi AGEC, il y a le diagnostic PEMD qui a été créé, qui est la fusion entre le diagnostic ressources pour le réemploi et le diagnostic déchets, et qui devient obligatoire dans certains contextes de projet. Et ce diagnostic, pour nous, c'est vraiment le point de départ d'une mission de réemploi. Et depuis qu'il y a cette loi, on a plein de demandes, on n'a pas le choix. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut refuser. Parce qu'en général, ce qui est obligatoire, une grosse part de diagnostics qui sont faits parce qu'il faut les faire, et puis derrière, on n'en fait rien. Et là, on retrouve une casquette militante. Et à la fin, pour finir là-dessus, c'est une veille, ce que tu disais un peu dans ta question, c'était comment on ne tombe pas un peu dans ces travers-là. Tu as raison, en fait, aujourd'hui, le réemploi, je pense dans pas longtemps, on va nous vendre des produits neufs de réemploi. Enfin, je veux dire, on n'en est vraiment pas loin si ça n'existe pas déjà, quoi. On est déjà dans des logiques comme ça, donc c'est toujours une sorte de veille éthique. Et là-dessus, notre métier, et peut-être que le bon côté de la culture, peut-être, je sais pas, c'est qu'il y a un peu cette notion un peu d'éthique qu'on doit maintenir et toujours surveiller, faire des pauses, se regarder soi-même et se dire qu'est-ce qu'on est en train de faire, est-ce que ça défend toujours ce qu'on voulait faire au départ, quoi. Lorraine ? Oui, je crois que ce matin-là, vous avez eu la chance d'avoir des représentations de pionniers. Je ne me mets pas dedans, moi je ne suis pas pionnière, mais quelque chose de très très inspirant. Moi, ce que je voulais dire, c'est que quand on parle de ces grands mots-là, de transition environnementale, sociétale, ça incite peut-être à penser à la transition du métier d'architecte. Et souvent, quand on pense transition, on pense construction de valeur. En contrepoint, c'est aussi une grande destruction de valeur, de savoir-faire, d'idées préconçues. Un peu comme nous, quand on fait de l'urbanisme, avant, on faisait que densifier, on va dire. Moi, depuis que je pratique ça, il faut à la fois densifier et dédensifier. Ça, c'est moins facile intellectuellement à appréhender. Mais là, on l'a entendu ce matin, il y a des pistes pour... moi, je crois de façon très forte au pouvoir d'influence des architectes. Une charte d'Athènes à un Corbusier dans les années 30, il n'était pas urbaniste, mais il a considérablement influencé cette façon de faire l'urbanisme. Alors aujourd'hui, là, on est sur des pépinières de ce qui peut influencer aussi les nouvelles façons de faire l'urbanisme. Mais tant qu'on ne prendra pas cette question de création de valeur, création de nouvelles filières, de choses vraiment intéressantes, en miroir avec tout ce que ça détruit aussi dans nos façons. C'est pas seulement aller influencer les élus. Souvent, nous, on se dit, oh là là, les élus sont nuls, ils comprennent rien. Non, c'est pas... Parce que l'élu, il se dit, ah, le technicien, il comprend rien. Ah, l'architecte, il est dans sa tour d'ivoire. Tout le monde présuppose ce que pensent les autres. Ce système-là de présupposé global et généralisé, il ralentit le processus de transition, en vérité. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce matin, vous avez eu un éclairage et que dans vos futures pratiques,
quoi que vous fassiez plus tard, un pionnier de l'architecture, un vrai architecte, un urbain, je ne sais pas quoi, toujours se dire où je suis, mon positionnement, est-ce que là j'ai l'occasion, est-ce qu'il y a l'alignement stellaire pour être innovant, réemploi. On le vit tous les jours, le réemploi, il ne faut pas que ce soit juste une incantation ou un... Nous on faisait ça quand j'étais étudiante en école d'archi, l'architecture était tellement encore mal à l'aise avec l'environnement, on était dans les années 90, il suffisait de saupoudrer son projet en béton d'un champ de tournesol ou de coquelicots pour que les profs s'émerveillent en disant « Ah, super » et tout, machin. Il ne faudrait pas que le réemploi d'aujourd'hui, ce soit juste une incantation, un saupoudrage comme ça, ah ben je vais faire charpente, réemploi. Ce serait un peu, ça décrédibilise l'architecte après. S'il se pointe après dans le monde du travail en disant, avec des incantations, sans le fond, ça fait partie d'une forme de décrédibilisation. Donc là, vous avez des exemples de gens qui ont pris plusieurs années pour creuser les sujets, pour aller voir la matière. Et ça, c'est important. Et dans les présupposés, il y a aussi, c'est les autres qui tiennent les ficelles, la financiarisation de l'immobilier ou autre. Certes, oui, ça existe. Même la transition environnementale. Moi, ce que je vois comme tendance actuellement, c'est que les incantations des scientifiques des années 70, ils avaient ultra raison, personne ne les écoutait. Ça commence à prendre corps parce qu'on commence à financiariser l'écologie, à rentrer dans du chiffre. Certes, ça peut être vu de façon positive ou pas, mais c'est une évolution. Mais il y a aussi la prise en compte de l'usage et de l'usager. Et pour illustrer ça, et pour finir, parce que je sais que je suis longue, c'est que si on regarde la transition environnementale, il y a 10-15 ans, on parlait de développement durable. Ça veut dire pour un citoyen lambda, la charge mentale de sauver la planète. Un élu, nous tous, trop lourd. Enfin, trop... Quand on parle de santé environnementale, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. On met l'usager, on ne met pas sauver la planète, on met sauver l'usager. Je vous donne un exemple super simple. Avant, c'était génial de faire des grands ensembles desservis par une autoroute parce que dans les années 60, on disait que la voiture, c'était trop bien et tout ça. Et on n'avait complètement pas identifié que les particules fines, le bruit à plus de 60 décibels, ça avait des impacts qui sont encore non chiffrés sur la santé des habitants. Et maintenant, on essaye de déconstruire aux abords des zones de nuisance. On appelle ça santé environnementale. Mais il y a de l'optimisme un petit peu de partout, en fait. Et vous allez travailler, peut-être vous aurez 40, 50 ans de vie. Enfin, il y en aura des transitions. Ce qui était encore impossible aujourd'hui, la montée en puissance de l'usage, de l'usager, ou de quantifier dans un bilan d'opération l'impact positif sur la nature, sur la santé des gens les plus précaires, les plus fragiles, ce sera quelque chose que nous, on aura prêché dans le vide et qui, vous, sera peut-être votre réalité demain. Voilà, j'étais un petit peu longue. Non, aucun problème. Caroline, vous vouliez intervenir ? Caroline ? Oui, voilà, pardon. C'est bon. Non, juste sur la question de la rémunération des architectes et la viabilité économique de ce genre d'activité, je pense que, en effet, plus on diversifie nos compétences et nos expériences et nos points de vue en tant qu'architecte, plus on arrive à valoriser notre travail, en fait, parce qu'on sort peut-être de la masse des architectes maîtrise d'œuvre classique moi, je trouve en tout cas que c'est plus facile, en fait, avec plusieurs casquettes, d'arriver à se rémunérer à hauteur juste. Et puis après, la question de la transition écologique, c'est aussi la question de la transition sociale. Et donc, la juste rémunération des acteurs du bâtiment, c'est aussi une question qui fait partie de la transition pour moi. Donc, à mon avis, c'est plutôt positif là-dessus. Merci. On va arrêter là pour cette table ronde parce que, en fait, vous reprenez tous à 14h. Donc, merci à tous les intervenants. À 14h, en fait, vous êtes attendus, 14h, 14h15, au deuxième étage. Il y aura une répartition par salle pour pouvoir rencontrer chaque intervenant de manière plus intimiste. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous, en visio. Merci. Au revoir.